Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine. Ça y est, on a repris en compagnie du rédacteur en chef d'Endurance Mag, Geoffroy Barre. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors c'est le 28e numéro de notre podcast, j'aime bien tenir les comptes, et il est dédié à la 4e manche de la saison 2024 de LMS depuis le circuit spectaculaire de Spa-Francorchamps. Et oui, quel week-end dans les Ardennes belges, il y a tout eu, et on va y revenir évidemment dans notre épisode, ce nouvel épisode. Comme vous le savez, dans l'Endurance Club, on va essayer de vous donner des chiffres, des infos insolites, des infos de paddock, des statistiques, et on va essayer toujours de vous permettre de vous faire connaître encore mieux ce monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et on a vibré ce week-end, alors j'allais dire en ELMS, mais aussi en Le Mans Cup. Il y a eu vraiment énormément de choses, énormément de beaux dépassements, mais aussi, Geoffroy, énormément d'incidents. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. C'était un peu brouillon ce week-end quand même. Ah voilà, non parce que j'allais commencer en faisant exprès un peu pour choquer, en disant que j'ai rien compris à ce qui s'est passé pendant la course. Bon, on a quand même compris Moi non plus, je te quelques rassure. trucs. Non, mais on a quand même compris quelques trucs, mais effectivement, petite course très brouillonne. On va avoir le temps de débriefer. Il y a du bon et du moins bon. Si on distribue tout de suite les bons points et les mauvais points. Le bon, c'est qu'on a quand même toujours ce qui fait la recette de l'ELMS, je trouve, et je pense que tu vas pas me contredire. On a encore un vainqueur différent au général. On a encore Ça, des classements qui sont ouverts dans les différentes catégories. On a encore eu de belles batailles en piste. Mais on a aussi eu beaucoup de contacts et beaucoup de... Je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver, mais c'est pas de la nervosité ou de l'agressivité, mais tu vois, c'est un truc un peu entre les deux, de tension, quoi. Et peut-être parce qu'on a basculé dans la deuxième partie de saison, mais en tout cas, en piste, c'était beaucoup plus agressif et tendu que d'habitude, j'ai trouvé. Le circuit de Spa-Francorchamps s'y prête aussi pour plein de raisons, on va les évoquer. Mais c'était quand même... du coup, ça a donné une course relativement hachée, et avec plein de périodes de safety car, de full course yellow, ouais, très compliqué à suivre et à comprendre le verdict final. C'est pas forcément le meilleur sur le plan sportif qui a gagné, quoique on est quand même sur un très bon concurrent, mais c'est celui qui s'en est le mieux sorti avec tous les éléments du week-end, quoi. Alors, oui et non, c'est-à-dire que en LMP2, je dirais quand même que la hiérarchie était pas loin d'être la bonne. C'est vrai. Il manque, allez, une ou deux voitures qui auraient mérité de peut-être un peu plus figurer haut. un petit peu mieux. Ouais, on reviendra ça les raisons, et il y en a eu, ça se situe entre l'asphalte et la voiture. C'est un truc rond. Il y a eu quelques petits soucis au niveau des pneumatiques. Je trouve effectivement que dans les autres catégories, les safety cars et les full course yellow ont peut-être un peu joué sur cette stratégie, mais bon, en même temps, c'est la joie aussi, et c'est tout le sel de l'endurance, et c'est ce qu'on aime. C'est essayer de prendre des paris, essayer de se dire que finalement les fenêtres sont pas très grandes à l'origine, mais essayer de s'ouvrir ces fameuses fenêtres, et c'est ce qu'a très bien fait l'équipe victorieuse AO by TF. On avait vu qu'ils étaient montés en puissance avec Louis Delettra, tiens, avec Robert Kubica et Johnny Edgar. Eh bien, cette équipe, elle a enfin sa victoire. Et donc, la statistique, je peux la redire, c'est la 4e année consécutive que Louis Delettra gagne avec une 4e équipe différente, en l'occurrence à OBIDF cette fois. Donc, non, vraiment, ça a été une course rondement menée, et c'est ce que je disais, Geoffroy, je sais pas si tu as vu à un moment donné, mais ils ont profité en fait d'un virtual safety car pour s'arrêter, remettre de l'essence, refaire le plein, et donc s'ouvrir une stratégie différente, s'ouvrir une fenêtre différente, et ensuite ils ont pu jouer avec ça, remettre un petit peu moins d'essence, jouer la position sur la piste, et ils se sont facilité la vie en tout, parce qu'ils ont eu au bon moment le virtual safety car, et parce qu'ils étaient aussi largement en tête. Ouais, en fait, c'est ça, il y a de la stratégie, mais en fait, TF Sport atteint un niveau d'exécution en LMP2 qui est, je trouve, très fort. Franchement, Oui. ils ont une bonne lecture de la course, et ça fait penser aux grandes heures pas si loin, hein, pas si lointaines, de Team WRT ou de Prema notamment en ELMS, où tu vois que ça réfléchit, et sur le banc, en bord de piste, les ingés et les techniciens sont pas juste en train de regarder passivement ce qui passe, mais au contraire, ils sont vraiment en train d'anticiper. Donc effectivement, cette voiture-là, elle s'en sort, un, à la stratégie, deux, parce que Robert Kubica et Louis Delettra notamment ont un rythme juste assez dingue, hein, on va pas se mentir.
Ouais, et attends, et Johnny Edgar qui est moins connu, lui il vient de la F3. Ouais, Je le connais parce que j'ai pas mal commenté de courses. C'était un cador en karting. Et j'avoue que vraiment les trois ont vraiment pu apporter ce résultat parce que le premier relais de Johnny Edgar, c'est aussi grâce à lui que finalement cet arrêt sous Virtual Safety Car gratuit entre guillemets est possible. c'est ça. Ils sont dans les 12-15 pilotes les plus rapides, tous les trois. Donc ça prouve encore une fois le fait que c'est important d'avoir un équipage homogène. Et surtout, ça, c'est les fameuses données à chaque fois qu'on vous partage du B-Pilar, c'est-à-dire le rythme en course. Tous les trois, ils sont dans les 15 pilotes les plus rapides. Et ça mixe forcément des conditions de piste très différentes, puisqu'ils n'ont pas roulé au même moment. Et donc, ils avaient une piste Non. différente avec plus ou moins de gomme, une température de piste. Enfin bref, les trois arrivent à exploiter au mieux leur voiture. Donc, ça a compté. Petite stat, puisque je sais que tu es très statistique sur Télétraz. Oui. J'ai cru lire, alors à vérifier, mais j'ai cru lire ça hier soir tard, mais Louis Delettra, effectivement, a cette stat que tu dis d'avoir gagné au moins, enfin, chaque année depuis 4 saisons, c'est ça maintenant, je crois, 3 ou 4 saisons. Oui, c'est ça. Mais apparemment, il y a une autre stat, c'est qu'il a gagné 2 fois, à chaque fois. Donc là, en fait, maintenant, Ah. il faudrait qu'il en gagne une deuxième, si on veut vraiment aller plus loin dans la stat, tu vois. Oui, c'est ça. Mais bon, Nous, ça nous arrangerait pas parce qu'on bah aimerait non. bien qu'à chaque fois il y ait des vainqueurs différents. C'est ce Eh qui est oui. le cas en LMP2 déjà depuis le début de saison. Donc il y a voilà, est-ce qu'on fait une saison avec full vainqueurs différents ou est-ce qu'on continue sur la lancée pour lui Delettra? Écoute, moi j'aimerais bien qu'il soit de nouveau champion, mais sans gagner à nouveau, ça serait pas mal, ça nous ferait un vainqueur à chaque course. Si je peux demander ça, tu vois, ça serait bien. Ouais, c'est pas mal. Bah, là, franchement, on a un niveau extrêmement relevé. On a aussi un beau travail. Alors, tu parlais de TF, c'est vrai qu'ils étaient plus connus à l'époque pour exploiter des GT. Et cette transition vers le proto, bah, franchement, elle a été très forte. TF qui était pressenti pour, enfin, je le dis, mais pour être chez Cadillac, quoi, pour Hmm. exploiter et à la place de Jota. Donc c'est une équipe qui vraiment se construit. Bravo aussi aux ingés français, parce qu'il y en a beaucoup des ingés français dans cette équipe, donc je tenais à le souligner. Et puis beau travail aussi, et c'est pas un hasard, des autres adversaires de Aubay TF. On les retrouve en tête du championnat. On parle d'Inter-Europol compétition avec un leader, Tom Dillman, qui vraiment endosse son rôle et il est parfait là-dessus. Et puis Panis Racing. IDEC, par contre, ils sont toujours bien placés. C'est peut-être eux les prochains qui pourraient gagner parce qu'ils ont C'est un vrai, petit peu de c'est manque de vrai. réussite, franchement, depuis le début de saison. Pourtant, Nico, leur ingé, a de l'expérience. Il a gagné des titres aussi en GT et dans d'autres championnats. Donc, c'est pas ça C'est qui ne vrai. va pas. Le trio, il n'y avait pas Paul Lafargue ce week-end. Malheureusement, contrairement à ce qu'on a annoncé la semaine dernière, mais il y a eu tellement de changements en quelques heures. Paul Lafargue, finalement, qui était encore remplacé par Marcos Siebert. Et donc dans cette 28, ça va vite. Mais le problème, Marcos Siebert le disait en rigolant à Imola, à chaque fois que je suis là, vous vous qualifiez mal. Malheureusement, ça s'est encore répété. Alors il y a des raisons pour ça. Il y a eu un drapeau rouge, donc forcément la séance qualificative a été perturbée. Je pense que c'était Panis Racing qui devait faire la pole, vraiment, si Hmm, toutes les conditions étaient hmm. alignées. Ouais, Je pense que Charles Milesi, Louis Delettra et Tom Dillman étaient vraiment au-dessus du lot ce ouais, week-end. c'est ce qu'on a Sur un vu. Ouais, tour, c'était Delettra et Milesi. ouais c'est ça. Il y avait une opposition entre ces trois pilotes-là. C'est bien. Enfin, moi j'adore en tout cas. Retrouver ces trois noms en haut, comme tu l'as dit, on peut faire une petite parenthèse sur ces trois pilotes, mais Louis Delettra, qu'on évoque souvent ici et commence à avoir un sacré palmarès à peu près Oui, partout où des voitures roulent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il commence quand même à s'être construit un truc assez costaud. Charles Milesi, qu'on évoque aussi souvent parce qu'il est dans l'aventure alpine en hypercar et qui est connu pour avoir une pointe de vitesse et pour avoir ce côté délivrer de la performance quoi sur un tour de savoir voilà aller chercher le chrono. Et Tom Dillman, on l'évoque un peu moins parce que un peu plus âgé, il a déjà eu un peu une carrière, tu sais, il a eu son passage notamment chez Baïkoles. Il a tout un historique avec en monoplace aussi, il a un riche bien passif. sûr. Et là, il retrouve une seconde vie incroyable, je trouve. Ouais, parce qu'il est pas connu et pas jugé à sa juste valeur. C'est l'impression que ça C'est me vrai, donne, parce que c'est vrai. vraiment, Tom Dillman, en fait, quand il va dans des équipes, tu vois, c'est un peu l'effet qui va avec. C'est l'effet, c'est pas qui se coule, mais c'est l'effet Tom. Il arrive et une équipe progresse quand il y a des moyens. Je parle pas de Baïkoles, mais enfin, même si Baïkoles a quand même amélioré. Ouais, Mais ouais. il était chez Racing Spirit of Le Mans en proto, en Michelin Cup, ils sont champions.
Il va en IMSA avec Interopol, ça fonctionne et il fait des super performances. Là, en ELMS avec Interopol, je sais pas si tu as vu, mais les deux voitures, la 43 et la 34, elles sont toujours là. La 34, ils ont de la malchance, mais ça va finir par payer. C'est peut-être eux, hein, les prochains vainqueurs, hein, la 34, avec notamment Clément Novala, qui est ultra rapide aussi. Donc, faudra vraiment s'en méfier, mais je crois que Tom Dillman, il est aussi en train de montrer de nouveau ce qu'il voulait montrer, en fait. Lui, il veut être pilote hypercar, mais Ouais, dans une équipe et avec un constructeur qui vaut plus le coup. Il veut plus être avec un indépendant, il veut être repéré, et c'est pour ça qu'il a décidé de passer en LMP2. mais je pense faudrait creuser là-dessus, tu vois. Je peux me mettre en mission pour là-dessus si tu veux, Ah, pour nous et puis notamment dans mes missions pour d'autres magazines. Mais je pense qu'il a débloqué quelque chose parce que quand tu regardes, je veux dire mentalement ou peut-être physiquement, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a plus un côté et mental et peut-être aussi sur le côté aller démarcher une équipe, aller trouver un volant. Enfin, en gros, quand tu regardes son palmarès récent, il a effectivement eu de la réussite en Le Mans Cup en 2022. Mais avant, c'est quand même compliqué d'aller trouver des victoires ou des résultats. Enfin, tu vois, ça a commencé à attends, dater un petit quand t'es peu avec Baïkoles, c'est pas Ouais, facile. voilà. Bah ouais, c'est pas facile. Et puis surtout, c'était des saisons courtes. Enfin, Baïkoles, de mémoire, il faisait rarement les saisons complètes où ils annonçaient un pilote et puis finalement, il y en avait un autre. Enfin, c'est quand même un truc qui est pas facile, je pense, en tant que pilote à vivre. Et puis surtout, comme tu dis, pour se valoriser. Quand tu sors ton CV et que t'as que des trous, que t'as que des trucs abandon ou machin, c'est pas, en endurance, on sait que c'est pas le reflet de ton talent à toi personnel, puisque tu partages la voiture avec des équipiers. Mais quand même, je pense Ouais. que c'est un peu dur à valoriser. Et là, il a trouvé vraiment c'est pas un refuge, hein, je pense pas qu'il ait besoin d'être protégé, mais je trouve qu'il a trouvé un endroit qui le fait briller. Tu vois, il a trouvé une équipe qui permet de vraiment mettre en avant ses compétences, et que ça soit un peu comme l'Udelettra d'ailleurs, Europe et États-Unis, parce que ils sont aussi engagés en IMSA, Inter-Europol. Ouais, complètement. Bah, il a beaucoup de titres à son actif, hein. C'est pas un hasard. En monoplace en plus. Donc, je veux dire, il est pas là pour rigoler, Tom Dillman. Ah non, Et non. il le prouve d'ailleurs, hein, parce que avec cette équipe Inter-Europol, en fait, ce qui joue en leur faveur, c'est aussi le côté vraiment régulier, hein, parce qu'ils ont gagné donc au Castellet. Ils font deux. Ils étaient quatrième lors de la course d'Imola, alors que ça partait mal. Ils étaient qualifiés, je crois, dans les 10-11. Il était vraiment pas satisfait, Tom, et il était même limite frustré. Donc ils ont su quand même faire un réglage qui était bon pour la course. Et moi, il y a une autre équipe que je voudrais mettre en avant vraiment, c'est Panis Racing TDS. Je veux dire, franchement, cette année, TDS prouve que ben, ils ont le niveau qu'on connaît de leur part. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de surprise, quoi. TDS, ils arrivent, ils font vraiment une exploitation de malade. Et que ça soit en LMP2 Pro Am ou en LMP2 Pro, ça fonctionne, quoi. Cette 65, cette voiture de chez Panis Racing, elle était très bien exploitée avec Tech One. Je crois qu'ils ont encore passé un step avec TDS. Olivier Panis me disait qu'il était ultra satisfait de la relation qu'il avait avec Jacques Morello et Xavier Combet. Et puis surtout, il m'a dit, mais Charles Milesi, mais c'est un avion. Lui, il y en a très peu, et j'en connais des pilotes, il m'a dit, il y en a très très peu qui vont si vite et qui savent tout de suite trouver le potentiel de la voiture. Tu vois le compliment d'Olivier Panis, quoi. Ouais, c'est pas mal quand tu reçois ce genre de compliments d'un mec avec son palmarès. Et puis aussi l'entente, j'ai l'impression que le petit Arthur Leclerc, hein, je dis petit, c'est pas condescendant, hein, c'est juste un petit clin d'œil vu que Il est plus grand que Charles moi. Leclerc est en Formule 1. Non, mais je pense qu'il y a aussi avec Maldonado et avec Leclerc, il y a aussi peut-être une entente qui fonctionne bien. Et c'est vrai qu'il y a Et puis ils ont eu cette fameuse victoire, euh, du coup d'Imola, si je dis pas de bêtises, hein. Je dis beaucoup de bêtises ce C'est matin. ça. Mais ils ont eu cette fameuse Non, victoire qui non. a été redonnée, récupérée, je sais pas comment on dit. Ça avance bien, quoi. Il y a une bonne, il y a une bonne direction. Mais bon, le problème, c'est que là, si on regarde les résultats de cette course et si on regarde un peu l'évolution de la saison, il y a, comme tu disais, Aoba ITF, ils sont sur une bonne dynamique. Là, ils gagnent, ils progressent et clairement, on voit que ça peut aller vers le titre. Il y a Inter-Europol, Victoire au Paul Ricard, je l'avais oublié, tu vois. Mais Victoire au Paul Ricard, là, ils font 2 et 4 avec leur voiture. Tu sens que ça construit bien. Tom Dillman, on vient d'en parler, il y a une dynamique. Ah, ça pourrait aller chercher le titre. Ouais. Panis Racing, ils ont leur victoire de cette année. Enfin, en fait, il y a 3-4 équipes là qui convergent, qui sont vraiment dans une bonne dynamique, mais il n'y aura qu'un seul titre et quoi. On est d'accord. Non, non, mais on est d'accord. Panis Racing, franchement, Un peu en termes décroché au de niveau points. classement brut, Ouais, ouais. non, mais ils sont décrochés parce que là, ils n'ont pas eu de chance, quoi. Je veux dire, et on va en parler tout de suite. Il y a eu un nouveau
pas tracé, mais un resurfaçage de ce circuit de Spa, qui Ouais. d'ailleurs faisait son retour en août, hein, on le rappelle, mais habituellement c'était en septembre, il y avait souvent des météos un petit peu capricieuses. Alors là aussi, hein, cette semaine, il a quand même plu au moins 2 ou 3 fois, mais pas pendant la course, donc là c'était vraiment intéressant d'être en août, les températures étaient plutôt bonnes. En revanche, bah, le fait que la piste soit resurfacée, le fait que cette année les voitures soient plus puissantes aussi, parce que on les a mis quasiment full power, hein, c'est LMP2, et bien donc les pneumatiques ils sont plus sollicités. Je veux dire, Goodyear peut pas faire de miracle non plus, hein. On leur a demandé il y a quelques années de faire un pneu d'une spécificité, d'une spécification précise. Bon, Mhm. ben ces pneus-là, ce week-end, c'était un peu compliqué. Il y avait beaucoup de soucis de délamination en fait. Et c'est ce qui s'est passé pour Panis Racing parce que pendant la course, si vous avez écouté donc sur YouTube en direct le LMS, ben en fait, je me dis mais pourquoi ils sont arrêtés sous drapeau vert? C'est pas possible. Ça ressemble pas à l'équipe TDS Panis. Il y avait certainement une raison, mais je la comprenais pas. Et en fait, ils ont eu une crevaison. Et ils en ont eu 3 en tout dans la course. Donc si tu veux, s'ils marquent 8 points, c'est déjà miraculeux. Mais en fait, ils étaient en lice soit pour la P2, soit pour la victoire, hein, clairement. Après, ce sujet des crevaisons à répétition, ou en tout cas multiples, entre les équipes et Alors machin. c'est délamination. Ouais, délamination du pneu. Ouais. Ouais, délamination, pardon. C'est quand même un sujet qui doit être. Je sais qu'au niveau sportif, j'imagine qu'il est pris en compte et qu'il est étudié, mais ouais, c'est ce genre de truc où t'as. Enfin, moi, je trouve que c'est dommage que ça arrive parce que c'est vraiment. Bah, c'est pas rendre service aux équipes, tu vois, qui font le taf, qui font de la Non. stratégie, les pilotes qui vont, comme on disait, chercher de la performance, qui se préparent. Et en fait, bah, malheureusement, c'est cet élément-là où tu peux rien, enfin, tu peux rien. Évidemment, tu peux gérer la dégradation du pneu et c'est à toi de t'adapter à ce qu'on te donne comme matériel, surtout dans une série où, on le sait, il y a une standardisation, hein, que des châssis Oreca, que des pneus Goodyear. Mais tu penses qu'il peut y avoir quoi? Une correction? Cette année, c'est foutu, l'aspect de pneumatique, de toute façon, ils vont pas la faire évoluer. Ouais. Cette année, c'est fichu parce qu'en fait, je pense que le problème, j'en suis pas certain, mais ces pneumatiques, ils ont été étudiés, pensés il y a quelques saisons de ça. Et le Ouais, MP2 n'avait pas la puissance qu'il a maintenant. Donc, dans les courbes à haute vitesse, au Castellet, on a eu aussi des problèmes pneumatiques. Je crois que c'était IDEC cette fois-ci qui a eu des ouais, problèmes c'est vrai. au Castellet. C'était pas les seuls, évidemment, mais c'est eux dont je me souviens. Et en fait, je dis pas ça par hasard, c'est que ce week-end, ils en ont pas eu en course, ils en ont eu en essai. Et donc, ils ont fait ce qu'il fallait pour dire aux pilotes de pas attaquer sur le vibreur, de peut-être pas mettre trop de contraintes sur tel ou tel virage, de mettre peut-être une pression dans la fenêtre évidemment recommandée de Goodyear, mais qui soit peut-être plus adaptée pour éviter donc cette délamination, et ils n'ont pas été ennuyés justement. Alors peut-être qu'en termes de perfo, ils étaient un tout petit peu moins bons, mais c'est ce qui explique ça justement, c'est qu'ils n'ont pas eu de délamination. Au contraire donc de Cool Racing, au contraire de Panis, même de AO by TF. Dans la dernière portion de la course, je voyais revenir Tom Dillman comme un avion. En C'est vrai. fait, Louis Delettra était en train de perdre 3 secondes au tour parce qu'il gérait ses pneumatiques qui étaient en train de se délaminer. C'est-à-dire qu'il était capable d'aller plus vite. D'ailleurs, il l'a montré dans le dernier tour. Il a tourné en 2,039 et c'est ce qui lui fait que il passe la ligne avec quasiment une seconde d'avance. Mais ces pneumatiques, il faut les gérer, il faut l'avoir en tête parce que dans les courbes à haute vitesse, comme à Signes au Castellet, comme là à Spa où il y a beaucoup le double gauche de Pouhon, on a également Blanchimont, enfin on a beaucoup d'endroits où les Mhm. pneus sont sollicités. Je pense qu'au Mugello, les pilotes et les équipes connaissent pas vraiment, mais ça va être pareil. Arabiata, le double Ouais, droit là en ouais, montée, ça va solliciter le pneu. Le dernier virage aussi, et puis que dire de Portimao, donc va ouais. falloir avoir ça en tête quand même pour la fin de saison, quoi. Moi, je suis nostalgique. Alors, du coup, je vais me tirer une balle dans le pied parce que par rapport à ce que je disais, Aïe, c'est pas cohérent. Non, mais parce que on va dire les choses, enfin, financièrement, politiquement, etc., sportivement, euh, on a ça aussi parce que c'est une question de coût. Faut pas se mentir. Les pneus bien sont sûr, bien sûr. standardisés. Les châssis, on l'a dit encore une fois, toutes les équipes sont libres d'avoir un autre châssis. Elles pourraient rouler avec une Ligier ou avec une Riley ou avec voilà. Mais c'est juste que Ouais, une c'est Dallara. l'Oreca qui a émergé comme la meilleure LMP2. Donc ça, c'est un point. Par contre, au niveau pneumatique, t'as pas le choix. T'es obligé de rouler avec les Goodyear. Parce que justement, ça permet de tirer les coups vers le bas et donc de proposer un spectacle qui soit entre guillemets plus facile et qui permette à plus d'équipes d'arriver à ce niveau de la compétition et d'engager des voitures. Ceci étant dit, Et puis, du coup, moi, t'as, tu vois, t'as j'ai une ça, petite et puis nostalgie. aussi la Ouais. gestion de, tu sais, la gestion des stocks de pneus. Oui, bien T'as sûr. moins de pneumatiques du coup, voilà. Ouais, et puis la logistique est simplifiée, et puis c'est aussi un impact écologique amoindri quand t'as un seul fournisseur de pneumatiques qui se déplace sur un meeting.
évidemment, il va s'organiser avec ses camions et avec son transport. Et c'est beaucoup plus économique que si tu avais 7 ou 8 manufacturiers de pneus. Néanmoins, je fais comme toi, je dis un truc et puis après je dis le contraire. Néanmoins, c'est vrai que j'ai une petite nostalgie, moi, de l'époque où on avait un peu tous les manufacturiers et du coup, ça rendait la course encore plus compliquée. C'est un peu, ça fait les vieilles histoires que je raconte à chaque fois, mais tu vois, là aujourd'hui, on arrive à plus ou moins comprendre la course. Alors, les 4 heures de Spa, c'est pas un bon exemple, mais d'habitude, on arrive à comprendre la course parce que les voitures sont plus ou moins les mêmes, et puis les pneumatiques, ils sont les mêmes, donc ils peuvent rencontrer les mêmes difficultés au même moment, ou en tout cas, ils ont le même matériel. À une époque, tu pouvais avoir aux 24 heures du Mans des équipes qui se pointaient avec la même voiture, mais qui n'avaient pas les mêmes pneumatiques, et moi, je me souviens, quand j'ai découvert ça étant gosse, je fais un petit parallèle avec l'épisode où on a raconté nos anecdotes, mais quand j'ai compris cette notion... Qui a bien plu d'ailleurs. Ouais, Merci pour vos retours. Et tu vois, et quand j'ai compris cette notion, tu te dis, mais en fait, wow, c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que tu pouvais avoir une... Alors, je vais donner un exemple qui, à mon avis, n'est pas bon, mais c'est pas grave. Tu pouvais avoir une Ferrari 333 SP qui était engagée avec des Michelin, une autre avec des Yokohama, et une autre avec des Avon. Et du coup, pas du tout les mêmes perfos. Et en plus, t'as le fait que c'est pas les mêmes pilotes. Enfin bref, ça complexifiait les choses. Mais j'aimais bien parce que Le Mans avait ce côté... je parle des 24 heures du Mans parce qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de championnat tout autour. Mais Le Mans avait aussi ce côté laboratoire et... démonstrateur à haut niveau pour les manufacturiers de se pointer en disant regardez on équipe telle voiture. En fait gagner le Mans quand t'es manufacturier de pneus c'est quand même un truc assez fort et là ça fait depuis 98 je dis pas de bêtises je crois sans interruption que c'est Michelin qui gagne parce que c'est le seul à équiper la catégorie capable de gagner donc moi j'aimais bien cette variété ces dernières aussi, années mais c'est plus possible aujourd'hui pas en 98. Ouais, non, bien sûr. Mais tu l'as encore en Super GT japonais. T'as encore cette course, justement, avec les manufacturiers de pneus. D'ailleurs, dans le podcast Trajectoire, Benoît Tréluyer m'en parle. Hein. Il me dit que lui, il voulait bosser un moment, je crois que c'était avec Michelin. Et en fait, Nissan avait un contrat avec Bridgestone. Et il savait qu'il allait pas pouvoir gagner le titre, tout simplement parce que justement, il savait que ça allait se jouer sur les pneus. Donc comme quoi, ça a une influence vraiment folle. Donc là, ce week-end, il y a eu ça. Voilà, après. J'ai une anecdote là-dessus, je me permets, tu vois, on n'a pas encore trop avancé dans le podcast, donc je me permets une petite anecdote. Je peux la raconter maintenant, il y a prescription. Je sais pas si j'ai déjà raconté celle-ci, je crois pas. Parce que plus on fait d'épisodes, plus je vais radoter, je vous préviens. Je bossais pour une équipe en Le Mans Series en 2007 qui était Perspective Racing et en tant qu'attaché de presse et on devait rouler en Dunlop. Alors à l'époque il y avait plusieurs manufacturiers de pneus mais on devait rouler en Dunlop, on avait un contrat voilà. Et il se trouve que sur une manche on était vraiment garé alors que pourtant dans la voiture il y a Anthony Beltoise donc bon c'est pas normalement il y a un élément en tout cas où normalement ça va assez vite quoi. Et Thierry Perrier, je le salue s'il nous écoute, je sais que tu l'as rencontré pour ton podcast. Oui. Il m'en voudra pas, maintenant je peux le raconter. Thierry Perrier, il me dit bon, est-ce que tu peux aller chez Michelin, chercher un train de pneus, qu'on les foute sur la Porsche, parce que on va essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on a été chercher des pneus, on a... je sais plus comment ça fonctionnait à l'époque, mais maintenant c'est encore pire. Dunlop. Mais ouais, en fait, voilà, ils étaient neutres, quoi. Ils ont pas été stickés Michelin, quoi, parce qu'effectivement, ça peut se voir. Mais maintenant, je pense que c'est bien plus complexe. Il y a beaucoup de scans d'éléments, il doit y avoir des puces, etc. pour vraiment tracer les pneumatiques. Oui. Mais à l'époque, bon, c'était un peu plus à l'arrache. Et donc, on a fait un run avec Anthony Beltoise avec des Michelin à la place des Dunlop. Et effectivement, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, je dis pas que Dunlop fait des mauvais pneus, hein, je dis juste que sur cette manche-là en particulier, avec les composés, avec les conditions, etc. qu'on avait, bah voilà. Et du coup, Thierry a fait ça pour se dire, ok, bon. Donc, on peut pas faire mieux avec ce qu'on a, donc on va exploiter ce qu'on a. On a eu d'autres problèmes, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, c'était marrant, parce que, tu vois, des fois, tu pourrais avoir cette petite... je sais pas, les pneus sont quand même un élément hyper important, c'est le seul élément qui assure la liaison avec le sol. Et cette standardisation a plein d'effets bénéfiques, et c'est aussi pour ça qu'on a des plateaux aujourd'hui qui sont superbes, parce que les concurrents, ça réduit les coûts, enfin, tous les avantages qu'on a cités. Mais bon, je me dis que ce retour à un challenge entre manufacturiers serait pas forcément négatif aussi. Ah non, mais complètement. Voilà, et c'est toujours la question que je pose, tu sais, dans mon podcast aux pilotes, aux ingés, etc., de savoir, mais d'où vient le manque de performance quand il y en a ? Est-ce que c'est le pilote ? Est-ce que c'est la voiture ? C'est toujours les le pneus. moteur ? Est-ce que c'est les pneus ?
Et ouais, non mais et en fait, tu vois, et tu peux vite douter quand t'es pilote. Tu dis, bah attends, mais je sais piloter, quoi. C'est pas possible. Pourquoi je perds une seconde ou deux? Et en fait, il y a des fois où il y a des petites surprises, des mauvaises surprises. On y reviendra d'ailleurs dans quelques instants LMP3 parce que il y a eu des petites choses aussi à ce niveau-là qui font que bah des fois on voit popper des équipes que tu n'attendais Mhm. pas, ou à l'inverse, tu vois des équipes plonger, tu dis attends, c'est pas possible, ils ont fait telle ou telle performance et puis là on les voit plus. Et ben voilà, il peut y avoir des explications. Ça peut être soit des risques pris en termes d'aéro, soit des petits soucis techniques, soit peut-être un pilote qui est en difficulté, mentalement, je veux dire, ou qui Mhm. est pas Mhm. dedans ce week-end-là. Donc voilà, c'est ça aussi qui est compliqué, je veux dire, et c'est tout le sel de l'endurance et de la course automobile en général. Donc voilà, c'est aussi peut-être C'est pour vrai, ça c'est vrai. qu'on a des pilotes qui se mettent couteau sous la gorge, quoi, et qui essayent d'aller vraiment aux limites. Et d'ailleurs, je fais la transition, Geoffroy. Les limites sont vraiment parfois dépassées, et là, elles l'ont été ce week-end. Déjà, dès les essais, il y a eu beaucoup de drapeaux rouges, beaucoup d'incidents. Et puis, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est quand même pas rare de voir des LMP2 venir au contact avec des GT depuis quand même plusieurs saisons. Alors je sais que les P2 ont vraiment peu d'écart entre elles, mais là il faudrait peut-être faire quelque chose. Donc je sais pas, Eduardo Freitas doit l'avoir en tête, hein, évidemment, mais se respecter en piste c'est quand même la clé. En fait, j'ai le sentiment, là, en ayant regardé la course, que, tu sais, on me dit à chaque fois, mais il y a un briefing spécial pour les pilotes qui prennent le départ, qui a encore plus d'importance aux 24 heures du Mans, mais il y a quand même cette je sais pas, petite demande de la part de l'organisation de dire, les gars, on fait une course, on est sur un circuit, il y a plein de voitures, il y a des gens qui viennent vous voir, offrez-leur un spectacle à la hauteur de ce qu'ils attendent et de l'enjeu. Donc, allez pas vous mettre au tas au premier passage au combe. Donc là, tu vois, ou au premier passage au Raidillon d'ailleurs, parce que c'est souvent quand même aussi un endroit où tu as envie de te montrer. Et Oui. là, tu vois que ça a été appliqué. Le premier quart d'heure a été relativement calme, pas d'incident, Ah bah alors que oui. c'était l'année dernière, je crois, où c'était un peu plus tendu. Euh, Ah bah Manuel Maldonado s'est voilà, complètement raté voilà, au frein du départ. Il a éliminé deux ou trois voitures. Là, je peux voilà. te dire que cette année, il avait bien ça en tête et chez Panis Racing, on le savait. Donc il y a toujours, c'est vrai, tu as raison de le dire, il y a toujours un briefing Ouais, des quatre premiers de chaque catégorie. voilà. Le soir, donc c'est soit à 5h, 6h, 7h, après la journée en fait du samedi, avec Eduardo Freitas. Donc c'est pour ça il y a des fois certains pilotes, je dis ah t'es encore là? Mais en fait ouais parce qu'ils ont fait la pole ou ils ont fait deuxième ou troisième et ils attendent le fameux briefing pour après quitter le circuit. Donc Et ça, ça, c'est c'est à chaque fois respecté, le cas. tu vois. Et ça a été respecté parce que tu sens qu'il y a quand même. On n'est pas sur un championnat national ou sur une coupe obscure où les mecs, comme tu disais tout à l'heure, ils vont se mettre couteau au premier freinage. Et parce que c'est un sprint qui dure 1 heure. Là, on est sur un sprint quand même. Finalement, c'est l'Endurance Club, mais le LMS, pour moi, c'est plus du sprint que de l'endurance, puisque ça dure que 4 heures. Et t'as Oui. 3 pilotes, donc chacun a vraiment besoin d'être rapide et tout de suite dans le rythme. Et tu peux très peu compter sur le développement de la course dans la longueur, puisque la course ne dure que 4 heures. Donc au début, ils ont quand même été sages, mais au bout d'un quart d'heure, c'était fini. C'est vraiment les gosses que tu sais, tu leur dis, tu leur donnes une consigne, et au bout d'un quart d'heure, ils ont complètement bouffé le ticket, et ils font n'importe quoi. Il y a eu un premier crash au bout de 15 minutes. Ah ben, c'est ce que je disais. Encore avec une LMP2, j'ai Ouais. pas envie de l'assassiner, mais quand même, il va falloir commencer à réfléchir, Ryan Cullen, à ne pas prendre trop de risques non plus. Il passe à l'extérieur. De John Enfin, Arston, ouais. je me mets à la place de Johnny Lorsen sur la Ferrari. On Mm, passe à l'extérieur du double gauche de Pouhon, qui est déjà difficile à passer tout seul. mm, Là, Johnny Lorsen, il avait pas les yeux dans les rétroviseurs et c'est tout à fait normal, on le dit, hein. D'ailleurs, on le répète à chaque fois, mais les pilotes de catégorie inférieure doivent rester sur leur trajectoire. Et si t'es pilote LMP2, tu sais que la trajectoire va s'écarter pour aller jusqu'au vibreur. Je veux dire, tu le sais ça. Et ben Ryan Cullen, il était dans la bagarre, donc je sais aussi que dans la bagarre, tu dois pas lâcher un seul petit dixième, mais encore une fois, c'est censé être une course d'endurance. Et là, il passe à l'extérieur, il touche la Ferrari, il s'en sort bien d'ailleurs, Ryan Cullen, hein, sur la Vector Sport. Il envoie la Ferrari dans la voiture numéro 25 de chez Algarve Pro Racing, et là, premier gros crash. Pas Johnny Lawson, pardon, John Hartshorne. C'était Arston, la ouais. Ferrari de chez JMW. Et là, premier gros crash. Moi, je croyais qu'on était parti pour faire une course sous drapeau vert. Bon, bah, ça n'a pas duré longtemps, comme tu as dit. Et ça n'a pas été le seul incident entre LMP2 et GT. Il y en a eu qui ont eu des grosses conséquences d'ailleurs, hein, parce que je parlais de Johnny Lorsen. Lui, il n'a pas été très verni non plus. On y reviendra en LMGT3. Premier incident en voulant éviter un contact. Et le deuxième,
avec Grégoire Saucy qui Ouais. a pensé que son adversaire, c'est la seule erreur qu'il a faite, hein, Grégoire, là, depuis le début de sa carrière en endurance, là, ça fait très très longtemps qu'on l'avait pas vu en difficulté et même en monoplace. Donc là, franchement, ça nous a tous surpris. Ça a surpris l'équipe, évidemment. Il venait de sortir des stands. Il fallait qu'il rattrape quelques secondes perdues. Et là, incompréhension juste avant le raidillon. En fait, il passe les 4 roues, voire même un peu plus, j'allais dire, sur le vibreur gauche du raidillon. Waouh, c'est chaud face à Johnny Lawson. Et là, il y a contact et les deux partent dans le mur. C'est pas la première fois que ça arrive, évidemment. Mais je pense que les deux ont été piégés. C'est-à-dire qu'en fait, Grégoire dans la LMP2, j'ai bien peur qu'il prenne une pénalité d'ailleurs, mais a été persuadé que son adversaire le voyait. Et puis bah, dans la Ferrari, non, il se concentrait pour le raidillon, quoi. Et tu vois, il y a aussi beaucoup d'incidents. Je sais pas comment dire, mais tu sais, tu peux avoir un briefing où on te dit, voilà, il faut être sérieux, etc. C'est important, c'est une course, il y a des enjeux, machin, machin. Et puis après, je pense que les pilotes, euh, pris individuellement, ils se disent, bon, ouais, moi je fais ma course, je fais ma bataille. Et du coup, il y a des petits contacts, il y a des petits trucs où ils disent, oui, enfin ça s'est pas vu, oui, on a un peu touché, machin. Mais sauf qu'en fait, les gars, maintenant tout se voit. Hein, entre les caméras embarquées, les C'est vidéos, vrai. la télémétrie. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce côté genre, pas vu, pas pris, ou alors oui, j'ai un peu touché là, oui, là, j'ai un peu forcé, là, oui, mais bon, cumulé, ça commence à faire un certain nombre de trucs. Ouais, c'est vrai que t'as raison, pas vu, pas pris, bon ça, on voit de plus en plus, d'autant que, bah, franchement, il y a des contacts qui sont quand même vachement évitables, et je pense à un qui a été destructeur pour deux voitures de la même équipe, tu me vois peut-être venir, Oh là là. celui entre la voiture de chez Cool Racing, la 47, et la Lamborghini numéro 63. En fait, petit contact qui, franchement, n'a pas lieu d'être, on est Oui. au frein de la source, Mm. la voiture LMP2 n'a pas besoin d'écarter au maximum la trajectoire. Enfin, je veux dire, ils sont que deux sur la piste, on passe à 4. Donc là, je comprends pas. Du coup, il sort la Lamborghini de Hiroshi Yamaguchi. Et au moment où le pilote japonais, qui est quand même moins expérimenté, repart, on parle quand même du leader de la catégorie LMGT3 à ce Ouais, moment-là, hein. ouais. Leader du championnat et leader de la course. Donc il se fait sortir. Et en fait, il a un problème de direction. Et ben, le problème, c'est qu'il vérifie pas s'il y a une crevaison ou s'il y a un pneu, etc. Parce qu'il n'est pas expérimenté, encore une fois. Enfin, pas autant que des pilotes Gold ou des pilotes Platinum. Et donc, ben, il pense pas à faire ça. Sauf que le prochain virage, c'est quoi? C'est le raidillon. Et C'est là, il le se rend rouge compte et qu'il le peut pas raidillon. tourner, donc il freine. Ouais. Et voilà. Et là, il y a Sarah Bovy qui arrive et contact. On y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, tout ça pour dire que ça peut avoir des incidences quand même, cette incompréhension entre P2 et GT. Pourtant, on sait que les LMP2 sont toujours ou quasiment pénalisés quand il y a un contact entre leur voiture et une voiture de la catégorie inférieure. Mais j'ai l'impression quand même que ces pilotes, ils comprennent pas, hein. Je sais pas quoi leur dire. Mais, bah, Non, alors mais du c'est vrai. coup, Alors, ouais. après, ça explique aussi du fait que, comme tu disais, c'est un sprint, quoi. Ouais. Où en sommes-nous rendus du coup dans le classement? Parce que tu dis qu'on va évoquer tout à l'heure. Moi, je trépigne d'impatience d'évoquer le cas de Sarah Bovy. Donc, où est-ce qu'on en est Ah là? bah oui, je sais, je sais. Eh bien on en est, tiens, parlons de Cool Racing, parce que j'ai parlé de la 47 qui, pour le coup, a un petit peu moins de chance, entre guillemets, de réussir. C'est vrai que l'équipage est pas idéal, sans faire offense aux pilotes. On a un Fred Vesti qui vient de la monoplace, lui il est ultra rapide évidemment. On a un autre pilote qui est moins peut-être à l'aise, Carl Bennett, Ouais. qui lui a été repris du programme Isota Ouais. Fraschini. Qui Et puis s'arrête? sinon, bah, on a Ferdinand Habsbourg. Mais c'est compliqué, tu vois, pour cette équipe. Par contre, pour la 37, on rappelle quand même qu'ils ont gagné à Barcelone. Depuis, c'est quand même la soupe à la grimace, hein. Deux abandons au Castellet pour un problème de boîte, à Imola pour un crash. Ici à Spa, ils retrouvent les points. Mais ils sont loin quand même, hein. Ils sont très loin. Et donc, d'autant plus loin que, en fait, ça se battait pour une belle position. Mais tu vas pas en revenir. Tu sais, quand il y a eu une image là qui rappelait les 24 heures de Spa, avec une file de voitures qui était bloquée, t'avais l'Aston numéro 59 qui a calé, du coup toutes les voitures d'arrière se sont regroupées, et ben en fait t'avais pas que des GT. Moi je l'avais pas vu en direct. T'avais la 37 du Cool Racing qui aurait pu, au moment où la voiture qui va gagner finalement en LMP2 à OBITF s'arrête et s'offre un arrêt gratuit, bah, la Cool Racing elle l'avait aussi cet arrêt gratuit. Sauf que c'est devenu une catastrophe, ils ont perdu 45 secondes au stand. 45 secondes, qui est l'écart sur la ligne, à la fin. Voilà.
C'est dingue, hein. Et même moins d'ailleurs, ils ont moins de 45 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont perdu des positions, ils ont dû cravacher pour revenir. Ça a été une catastrophe, franchement. Et on parle même pas de l'arrêt au stand pour remettre de l'essence, hein. Je te parle 45 secondes perdues à être arrêté, Oui, à ouais, attendre. c'est ça. Ouais. Ça fait quand même 2 fois cette année que cette voie des stands, elle est prise comme ça en défaut, entre guillemets. Il y a quand même peut-être moyen de trouver une solution, je sais pas, mais c'est peut-être des gros travaux, je me rends pas compte. Je l'ai Ouais. dit gentiment pendant le live et je le répète là. Je me dis que d'écarter et de permettre à 2 voitures de passer côte à côte, ça serait quand même peut-être pas trop bête, quoi. En fait, j'aime bien le lieu est très joli. Il y a d'ailleurs un très beau spot photo quand on est dans la pit lane, qu'on Ah, va tout au bout de la pit lane et qu'on est vraiment avant la ligne de chronométrage où les voitures doivent ralentir. Là, on peut se caler très en bas, coller à la piste et on a les voitures avec en arrière-plan toute la forêt. C'est magnifique. Mais, euh, mais le truc, c'est que l'entrée de la pit lane à Spa-Francorchamps, elle est effectivement, comme tu dis, c'est la largeur d'une voiture et de chaque côté, c'est des murs béton. Et il y a un côté, le côté droit, où il n'y a pas le choix que d'avoir un mur béton, parce que de toute façon, derrière, c'est le ça c'est vide. sûr. Donc là, il faut un mur. Ouais, c'est pas un Tech Pro, c'est un mur. Mais côté gauche, je me questionne sur l'intérêt d'avoir un mur là. Donc évidemment, si on l'enlève, il va y avoir un accident dans le dernier virage et les voitures vont se percuter, il y aura un problème. Donc s'il y a un mur ici, j'imagine qu'il y a une raison. Mais peut-être qu'effectivement, ce mur-là, Mais pourquoi pas je sais pas. écarter, tu vois, je dis pas d'enlever le mur, mais écarter peut-être ce mur-là, réduire un peu Ouais, ouais, ouais. la zone, si tu veux, à la sortie du bus stop, parce que franchement, un Ça peut pas accident au bus taper stop, ici, quoi. Ouais, dans, bah, tu peux taper, mais c'est pas fort, puisque tu es censé être quand en même en réaccélération. relance. Hmm. Donc, et pourquoi pas faire un peu comme au Castellet, parce que le Castellet, l'entrée des Oui, stands était assez dangereuse avant. Là, maintenant, c'est dans l'avant-dernier virage que les voitures coupent tout droit, tu sais, et vont dans les stands. Alors, je dis pas qu'elle est beaucoup plus large, hein, par contre, la voie des stands, mais sur une entrée, est-ce que ça pourrait pas être une entrée ah, au dans le stand à la gauche. sortie Ouais, du dernier? Bah ouais. ouais, carrément. Ça serait bien, tout droit. Il y a un paquet de voitures qui font des tout droits ici. Bah, comme ça, ils pourraient en profiter pour aller au stand. Non, mais oui, c'est pas bête, franchement, c'est pas bête. Après, tu sais, ce sujet des. Ouais. Ce sujet des voies d'entrée et de sortie des stands, c'est toujours un truc compliqué. Je sais qu'au Castellet, il y a eu des changements, notamment avec l'arrivée de la Formule 1, Oui. où ils ont adapté l'entrée pour pas que ça soit comme c'était le cas avant. Et je crois que c'est. Je sais pas si c'est maintenant généralisé l'entrée que la F1 a créée, mais voilà, ils ont changé ça. Si. Euh, Ouais. Aux 24 heures du Mans, je sais qu'à une époque, on envisageait que la sortie des stands soit tout en haut, c'est-à-dire longer le mur jusqu'au Dunlop, et qu'on relâche les voitures dans le Dunlop. Ça, Eh je crois que ben, c'est c'est utilisé ce qui par est les fait motos. à moto. Voilà, en moto, c'est utilisé. En voiture, je me souviens de la journée test où ça avait été essayé, et où tu voyais le danger, parce que les mecs se loupent au frein au Dunlop, ils percutent une caisse qui est quasiment à l'arrêt, et qui est à l'équerre. Donc c'est toujours des sujets un peu compliqués. Je sais pas si. Là, en fait, putain, j'ai envie de te dire, on est sur une saison 2024, on l'a dit, on l'a bien fait de lancer le podcast cette année. On est sur une saison 2024 où il se passe plein de trucs de fou. Là, une C'est voiture vrai. qui cale à l'entrée d'une pit lane qui est ultra étroite, J'ai jamais vu ça. c'est. Ouais, à Daytona, la voiture elle cale, on s'en fout, tu vois. Là, c'est vraiment. C'est Non, mais improbable, quoi. surtout, mais, mais qui cale? Il y a dû avoir un problème, c'est pas possible. Comment tu veux caler alors que tu roules? Là, franchement, faut m'expliquer. À la sortie des stands, ok, mais à l'entrée, je comprends pas. Écoute, Bon, bah ouais. écoute, en tout cas, il y a eu un problème, et donc tout le monde a été bloqué, dont justement cette fameuse 37. Donc là, au championnat, là, c'est resserré, hein. Il y a que 2 points d'écart finalement entre Aoba ITF qui reprend la tête du classement face à l'équipe Inter-Europol. Donc là, ça va être un beau duel. Idexport finalement qui à chaque fois manquait le podium. Je dois dire qu'à Imola, ils ont manqué le podium. Attends, mais quand on a refait le match, j'allais dire, avec l'ingé de chez IDEC là, en début de semaine, il me dit non mais à Imola on rate le podium, mais pour 2 secondes. Enfin, Hmm, c'est-à-dire que, hmm. en fait, ils sont cinquièmes dans les roues de Vector et d'Inter-Europol, donc il y a 1 seconde entre les deux. Mais il y a un tout petit raté, je sais plus quel pilote, donc au moins comme ça, au moins c'est bien, je laisse l'anonymat, qui ne démarre pas à temps, il perd 3 secondes dans les stands. Bon, bah, de 3 secondes, tu t'étais devant Vector et Inter-Europol, bah, tu passes derrière, tu perds Hmm, 2 places, quoi. hmm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les tout petits détails, ça compte vraiment beaucoup, en fait. Je ne peux pas dire mieux. Donc, ouais, comme tu le dis, classement. En fait, le résultat de la course, là, est
le classement actuel. Si je dis pas de bêtises, les 3 premiers, c'est ça? Dis donc, Ouais, tu t'as vois. raison, c'est vrai. Le seul truc qui change, c'est Panis Racing Ouais. qui, là pour le coup, perd gros quand même, hein, parce qu'il ne marque que 8 points, alors qu'il y avait franchement un potentiel de 18 ou 25 dans l'escarcelle. Il termine derrière Interopole la 34 et derrière la voiture de chez Cool Racing. D'ailleurs, la 34, je vais en parler parce que j'ai eu l'explication de ce qui s'est passé. J'en ai parlé en live, mais j'ai pas eu l'occasion d'expliquer vraiment ce qu'il y avait eu. On retrouve Clément Novalak qui sort de la voie des stands et il n'y a pas d'aileron sur la LMP2. Mais j'ai jamais vu une casse si nette. Donc je Mhm. me dis, soit c'est un problème de fabrication de l'aileron, soit il y a autre chose. En fait, le autre chose, c'était, donc je l'avais dit en direct, hein, mais en fait, comme en Formule 1 en 98, j'avais cet exemple-là, tu sais, t'as des tuyaux, des pistolets pneumatiques qui sont, quand tu n'as pas l'arrêt, rangés, mais ça peut faire un espèce d'arc, pardon. Et ben Ouais. en fait, là, d'une équipe adverse, si tu veux, ce tuyau était pas mal mis, Mhm. mais il était un petit peu plus détendu, on À va dire, portée, quoi. que Ouais. d'habitude. Ouais. Clément Novalak s'arrête tout seul dans la voie des stands, donc il peut tracer sa route, tu sais, repartir tout droit, quoi, et non pas faire un petit gauche et Mhm. aller Mhm. dans la fast lane. Donc il a fait quelques mètres sur la working lane, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le tuyau accroche l'aileron, et bam, ça détruit l'aileron, mais d'un bloc. Donc en fait, eux, ils terminent très bien placés en quatrième position, mais la 34, c'est pour ça que je dis que la prochaine fois, c'est peut-être eux qui vont pouvoir gagner. Ils étaient en potentiellement deux ou trois. C'est pareil, hein. Je veux Ouais, dire, déjà, il y a eu beaucoup podium, oui. d'occasions Ouais. manquées aussi. Ouais. Il a fait tout un tour sans aileron quand même, Clément Novalak. Ouais, à Spa-Francorchamps, Donc là, c'est pas c'est... forcément le mieux, effectivement, oui. Non, on est d'accord. Donc tu vois, finalement, ça se joue vraiment à pas grand-chose, ces résultats, et c'est ce qu'on aime aussi. Donc tout peut être chamboulé. Oui, pour l'instant, il y a 15 points entre Aoba ITF et Idexport, il y a 17 points entre la voiture 14 et la voiture 65 de chez Panis Racing, mais honnêtement, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise, entre guillemets, d'un contact, d'un petit souci mécanique, d'un problème de pneu, enfin... Et c'est là où c'est la beauté en fait de l'ELMS cette année, quoi. C'est Ah, qu'il faut être irréprochable, tout simplement. je croyais que t'allais dire d'ici la prochaine course, on n'est pas à l'abri d'une disqualification, d'une pénalité de temps Non, ajoutée. Non, 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 non. non, et ben on n'a Je pas eu ce plaisante, problème bien ce week-end, sûr, tu je vois. plaisante. Il Bah, n'y a les pas eu de limites. problème. Alors Ouais, en ouais. LMP2 Pro-Am, et ben grosse déception, je l'ai dit, pour Richard Mille by TDS, parce que ça jouait la deuxième ou la première place, hein. Depuis le début de saison, de toute façon, TDS, ils étaient 2, 1 et 3. Et là, ça pouvait Mhm. marquer de gros points. Ils étaient en tête du championnat, et ben ils repartent de Spa-Francorchamps de 3 points d'avance. Ils ont désormais 20 points de retard, 21 même de Mhm. retard sur AF Corset qui gagne pour la deuxième fois cette année. Là, ça commence à devenir sérieux. AF Corset avec François Perraudot, avec Alessio Rovera, avec Mathieu Vaxivière. Faut pas leur laisser des opportunités comme ça parce que là, pour le coup, ça va être compliqué hein, de revenir. Il reste deux épreuves. Imaginons qu'AF Corset termine à chaque fois deuxième. Et ben, Bah, c'est, ça ouais. fait que 14 points de Mhm. repris par Richard Mille. Ouais, oui, bah, de toute façon, D'autant plus. enfin, ouais, moi, on l'avait dit un peu, celle-ci, elle est quand même souvent bien placée, et comme tu dis, là, c'est une course blanche totalement pour Richard Mille by TDS, donc, tu peux pas te permettre, quoi. Sur 6 épreuves, tu peux pas te permettre. Et c'est dommage parce qu'en plus ils avaient fait la pole position. Rodrigo Sels, qui pour la première fois de sa carrière a fait, enfin assez haut, a fait une pole position. C'était beau face à Giorgio Roda. Enfin vraiment, à Mhm. Spa-Francorchamps en plus. Ça prouve le travail qui a été fait. Donc un petit point quand même de marqué sur l'ensemble du week-end. Mais c'est une grosse perte sèche hein, pour cette équipe. D'autant plus qu'Algarve Pro Racing, j'ai l'impression avec la 20, est bien placé désormais. Ils ont gagné la fois dernière. Là, ce week-end, ils ont terminé troisième. Ça va être une grosse lutte pour la fin de cette saison. Nielsen Racing aussi avec la 24 va pouvoir faire quelque chose. Au contraire de la 27 où avec David Enemer Hanson, c'est un peu plus compliqué. Il y a eu une petite connerie encore ce week-end. Non, mais il fait une Ils ont saison, un il grand passe au total de... travers. D'ailleurs, non mais ils ont un gros total de 0 points quand même depuis le début de cette saison, hein, Nielsen Racing avec la 27. Il passe totalement au travers. Anya Meyer Hansen, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un mec que j'aime beaucoup humainement, c'est un gars en or. Mais putain, il fait une saison vraiment. Au Mans, il est à tank, il a des contacts. Et puis en rythme, bah, il est à peine au-dessus des pilotes bronze. Donc, ça va, Et donc c'est ça. c'est. Et Ouais. c'est là où c'est compliqué. Parce qu'en fait, si tu veux, on est en LMP2 Pro là, on n'est pas en LMP2 Pro-Am. Donc cette voiture en Pro-Am, ça serait parfait. Là, Mhm. David Henry Hanson, en fait, au premier stint,
il perd gros. Et donc, même si d'habitude il est avec Nico Pino, qui là était pas là ce week-end, c'était Nicky Eloli et Will Stevens, putain, c'est des cadors quand même. Et ben ça fait rien. Il termine au-delà du top 10. Il y a 14 voitures engagées. Il termine à chaque fois en dehors des points. Non, mais c'est. Et lui, c'est son baquet de pilote payant qui rapporte du budget, qui est clairement menacé. Parce que, oui, certes, mais tu vois, ouais, chez Nielsen, bon, voilà, il fallait faire ça cette année. Mais ça va être de plus en plus compliqué, je pense, pour lui de trouver un volant s'il y a d'autres gentlemen qui ont les moyens et qui se pointent et qui ont plus de rythme. Parce que, à un moment, c'est bien beau d'avoir l'argent de ses sponsors. David Heinemeier Hansson, il est très à l'aise financièrement, on va dire. Il possède des thunes. Et du coup, voilà, il apporte un budget et il a quand même un bon coup de volant. Mais là, je t'avoue que cette année, je ne le retrouve pas comme j'aimais le voir. Tu vois, ouais. Non, mais parce que en même temps, il a moins d'expérience en proto, c'est ce qu'on disait aussi. Il a eu une belle carrière et il a fait de belles choses. Est-ce que, alors là, ça y est, je mets les pieds dans le plat, mais pas très longtemps. Mais est-ce qu'il mérite d'être silver ou est-ce qu'il serait pas pilote bronze, tu vois? Alors ok, il a fait des perfs avant, mais est-ce que là, à l'heure actuelle, la picture actuelle, la photo que tu prends au moment donné, c'est de se dire qu'il a pas le niveau du tout d'être avec les LMP2 Pro, quoi. Donc en LMP2 Pro Am, il serait l'un des meilleurs. En LMP2 Pro, il est dernier. Bah, et puis surtout, à un moment, il va falloir accepter ce classement. Il a 44 piges, je pense qu'il faut, tu vois, il faut accepter d'être rétrogradé dans une catégorie un peu inférieure et qui, du coup, Ouais, mais lui, il pourquoi le pas lui veut. redonner. Je crois que c'est pas lui qui veut pas. C'est que comme la FIA se base sur les résultats qu'il a eu avant, Ah, ah oui, mais on a être et avoir été, c'est pas facile, tu vois. oh, t'es dur. T'as vu? Ah, Non, mais c'est pas ça. Mais non, je pense qu'il serait excellent pilote bronze. Et d'ailleurs, il est pilote bronze parce qu'il est, c'est pas son activité d'être payé pour être un pilote professionnel, tu vois. c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est comme Mais Sarah Bovine, n'est-ce pas, Matt Griffin? Elle est pas payée pour piloter, donc elle est pas pilote pro. Bah voilà, bah je suis désolé. Excusez-moi, mais ah, c'est un petit tacle. Ouais, mais après, Sarah oui. Bovy, alors tu vois, ça tu me l'apprends qu'elle n'est pas payée pour piloter, mais Bah oui. oui, mais bon, Après, il y a ils des, il font, y a des conditions financières qui sont voilà. mises en place pour faciliter, d'accord, mais elle n'est pas payée. C'est pas une, qui je vais te dire, je sais pas, un pilote pro chez Ferrari, un pilote pro Toyota. Enfin, Dorian elle Pain, fait pas. ouais. Ouais, voilà. Et encore Dorian Pain, je suis même pas sûr qu'elle soit pilote pro non plus. Tu vois, enfin, non, c'est des statuts vraiment particuliers d'être pilote professionnel. Jules Gounon, par exemple, est pilote professionnel. Il est payé par Mercedes et on Il me l'envoie semble. n'importe où. Tu vois ce que je veux dire? Kevin Estre, lui, il fait des courses avec des gentlemen euh, et il a aucune chance de gagner sur certaines épreuves. Bon, bah, il est pilote pro, il accepte, puisqu'il est envoyé par Porsche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, non, mais bien sûr. Ouais, parce que là, tu fais référence. Mais tu vois, tu me piques sur cet incident, les incidents avec Sarah Allez, Bovy, on en mais parle? ah Allez, on en parle. bah, on squeeze le LMP3 du coup. Ouais, t'as raison en même temps. Non! On squeeze pas le LMP3, on le fera après. Ah bon, Ah bah quand même, moi j'aime le LMP3, donc je veux pas le squeezer. je Non, non, te, je te le laisse. Ouais. LMGP3, donc il s'en est passé plein. On attendait à ce que bah, les Iron Dames confirment après ce qu'elles ont montré à Imola, parce qu'on rappelle quand même qu'elles ont gagné la fois dernière avec Mhm. leur Porsche. On s'attendait à ce qu'elles soient là, et en fait, bah, un week-end, une semaine complètement catastrophique. Pas forcément de leur faute, hein. Le décès de Luca Persiani par exemple. Moi, je me suis rendu compte à ce moment-là de l'impact de Lucas, qui n'avait que 40 ans, qui malheureusement est décédé dans des conditions tragiques. Euh, et en fait, si tu veux, il avait un vrai impact sur cette équipe. Et ils étaient, je pense, dans un autre mode, tu vois, et ils ont fait des petites erreurs, des petites incompréhensions. Ils n'ont pas eu de réussite aussi. Et il faut bien avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup de roulage non plus, parce que Raël Frey, pendant les essais libres numéro 1, donc le vendredi, ça roule pas beaucoup, hein, ça roule 1h30 le vendredi, 1h30 le samedi, plus la qualif, et ensuite c'est la course, quoi. Donc là, la séance des Selim numéro 1, avec la United numéro 23, elles se comprennent pas, enfin ils se comprennent pas, et les deux pilotes partent à la faute. La United n'est pas trop touchée, la Porsche est sévèrement endommagée. Donc les mécaniciens travaillent toute la nuit, plus toute la matinée, ce qui veut dire que Sarah Bovy n'a pas roulé, ce qui veut dire que Mitchell Gatting a fait 40 minutes, et Raël Frey n'a pas roulé. Donc là, tu arrives en course, t'as deux des trois pilotes qui ont fait deux tours. Ouais, Sarah Bovy, elle a fait les qualifs. ouais, super. Donc, Là, c'est chaud quand même. ouais. Et puis après, en course, bah,
Alors, en course, parlons-en. Donc, Ouais. départ complètement kamikaze d'Eric Debourg, mais lui, ça se passe bien, tant mieux. Contrairement à la Michelin Cup, il freine, mais 1000 fois trop tard, mais c'est pas grave, ça arrive et c'est l'apprentissage aussi. Mais il aurait pu découper en deux, mais tout le monde, il a de la réussite, il a de la chance, tant mieux, ça s'est bien passé. Sarah Bovy me disait, mais il a freiné, mais moi j'ai freiné tard, mais alors lui il a freiné encore plus tard, hein. Et en fait, Sarah, elle partait de la huitième place parce que il y a eu une pénalité pour l'incident justement en essai libre causé par Raël Frey. Et donc, elle devait partir 5, elle part 8. Et elle a fait des dépassements de malade qu'on n'a pas trop vus. Mhm. Elle est revenue, elle est remontée, elle est remontée. Et puis en fait, elle arrive tout doucement à se battre pour la première place. Habituellement, elle part en pole. Mhm. Donc, elle doit défendre potentiellement. Ou se battre face à Derek Debourg ou face à d'autres pilotes, mais c'est généralement face à l'Aston. Et là, bah, en fait, elle se retrouve derrière Hiroshi Yamaguchi, qui défend bien, qui est dans la même équipe, mais d'un autre Sur une côté, autre on peut pas voiture. non plus lui dire. Enfin, je veux dire, c'est des pilotes payants, quoi. Donc, à un moment, on peut pas leur dire, mec, mets-toi sur le côté et laisse passer. Donc, il a très bien défendu. Sauf que le grain de sable que moi j'avais pas vu venir parce que j'ai pas bien regardé la grille de départ, désolé, je pensais que c'était Duncan Cameron qui était dans la Ferrari, comme d'habitude, la 55. Et en fait, c'est Matt Griffin, puisque le règlement ACO dit que les voitures qui ont causé un drapeau rouge et qui partent donc en dernière position doivent avoir le pilote le plus rapide de la voiture pour prendre le départ. Des questions de sécurité. Et donc, c'était Matt Griffin dans la voiture. Et donc, il est remonté comme une balle, surtout Forcément. que la Ferrari ce week-end Oui. était rapide, hein. Bah, Et il faisait ouais, des dépassements de fou. Ouais, sauf qu'il faisait des dépassements de fou jusqu'à arriver à Sarah Bovy où en fait il n'arrivait pas à la dépasser. Et donc il a dû s'employer, il s'agaçait j'imagine. Et puis là on arrive au combe. Il tente sur une piste qui a été resurfacée, on l'a dit, donc qui offre plus de grip, notamment bah, au combe, où on a beaucoup vu de dépassements soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, parce que ça tenait en fait. Les deux voitures côte à côte pouvaient faire le droite, le gauche et le droite. Ah ouais. Et donc il tente, Sarah, bah elle résiste bien, il n'y a pas de problème, elle prend le vibreur un peu pour laisser passer de la place à Griffin, hein, de toute façon, pour laisser de la place, pardon, à Griffin. Et devant, le problème, c'est que c'est Yamaguchi qui a, je sais pas moi, 5 km/h de moins. Et donc Sarah bah, doit arriver sur la Lambeau, et il y a un petit contact, elle freine un peu, donc elle déstabilise un tout petit peu la voiture, mais c'est rien. Donc l'assiette est modifiée. Il suffit de ça pour que quand elle descend du vibreur, bah, ça déstabilise encore plus, donc coup de snap, donc l'arrière qui part. Elle essaie de rattraper, mais évidemment, contre-braquage et la voiture se remet de l'autre côté. S'il y avait eu personne à droite, il n'y avait pas de problème. Le problème, c'est qu'il y a la Ferrari, c'est un incident de course, et bim, ça touche. Contact roue avant droite, roue avant gauche. Réussite pour la Porsche, manque de réussite pour la Ferrari. Derrière, Johnny Lawson veut éviter, il va dans le mur. Bon, c'est arrivé à Valentino Rossi quand même. Ça C'est arrive des erreurs. ça Tu arrive vois, et aux 24 heures. surtout. Non, mais parce que moi, du coup, j'ai pas entendu. On en a parlé un petit peu avant, mais moi, j'ai pas entendu ce qu'a dit Matt Griffin. Et tu m'as dit qu'il a été assez Oula. offensif sur Sarah Bovy. Ouais, Euh, franchement, c'est limite. pour le coup, je la charge un peu. Non, en fait, elle, je sais pas. Ouais, là, comme tu dis, c'est un incident de course, c'est une bataille. Enfin, en fait, Non, mais ouais, elle peut pas grand-chose, quoi, hein. sur cet incident, non, mais sur cet incident, elle est en faute, hein. Je suis pas en train de dire qu'elle a pas fait de faute. Mais c'est juste que, bah, on Ouais. est en bagarre, quoi. Et Matt Griffin a quand même dit dans son interview, outre toutes les autres bêtises qu'il a sorties parce qu'il était énervé, encore une fois, il a dit, je suis pilote Gold, les pilotes bronze doivent me laisser passer. Ah Ah bah bah oui. non, ah bah Ah non, bah c'est. mais il a vu ça où lui? Non mais moi ça m'a choqué. Tu sais, il dit bah ouais mais elle aurait dû me laisser passer. De toute façon après il y avait Duncan qui allait monter dans la voiture, il était moins rapide. Bah oui, c'est ça euh, Matt. Donc ça tu marche prends un tour pas. d'avance à tout le monde et puis comme ça après tu fais rouler le bronze. Non mais Hmm. arrête. 24 heures du Mans, faut laisser passer Kevin Estre, André Lauter et machin, parce qu'ils sont. Non, mais c'est quoi Oui, ce délire? Non, mais. ouais, Non. c'est la nouvelle règle. Non mais Ouais. Non, mais en tout cas, ouais, là-dessus, bon, effectivement, alors je te félicite pour ce récit de l'accident, puisque on n'a pas puisqu'on est sur un podcast version audio, la version vidéo eh arrivera oui. bientôt, mais tu l'as très bien raconté. Effectivement, notamment ce fameux petit coup de snap, comme tu dis, le coup de raquette où en fait elle est sur le vibreur, l'autre devant, il a 5-10 km/h de moins, donc on sait pas si ça touche ou pas, si elle lift, si. Enfin, Je bref, pense qu'il y a contact. il y a un mini truc. Effectivement, on voit tout de suite le transfert et avec le moteur à l'arrière en plus, bah voilà. Le moteur à l'arrière de la C'est Porsche, vrai. ça pardonne pas. Ce petit coup à droite qui envoie la Ferrari en faute. euh, Bah moi tu vois alors ouais toi, tu t'es pas comme tu disais moi j'étais en train de la blanchir sur ce truc là. En fait c'est un incident de course qui arrive quand tu te bats et quand il y a une compétition donc
Oui, elle a fait clairement une erreur puisque c'est elle qui envoie la caisse qui pousse la Ferrari, mais en même temps, elle se bat pour sa position et il y a pas lieu d'en faire Mais un oui, drama comme ça a été fait, quoi. et bah c'est exactement ça. Parce que si tu veux, Mhm. le principe d'un accident, c'est qu'évidemment, ce sont des choses qui se mettent en place bout à bout et qui aboutissent à quelque chose. C'est l'erreur de Sarah. Oui, il y a une erreur, ok, mais elle est due au fait que la Lamborghini soit moins rapide que la Porsche et que la Ferrari, et puis que la Ferrari tente l'extérieur ici sur une portion où bah, on sait que c'est très serré, quoi. Ça passe à deux, mais pas plus. Donc à un moment, bah voilà, tu joues avec les limites. Bah, des fois, elles sont dépassées. Toi, donc là-dessus, franchement, elle avoue, de toute façon, elle l'a dit, et c'est ça que j'apprécie vraiment avec Sarah et avec ce type de pilote. Il y en a peu, hein. Elle a avoué son erreur, quoi. Je veux dire, voilà, bah, c'est une pilote, c'est une gentlewoman, Ouais, ouais, comme on dit, ouais, ouais. mais c'est appréciable, franchement. Par contre, sur le deuxième incident, parce que je sais que tout le monde attend qu'on évoque ça, elle y est pour rien. Enfin, soyons clairs quand même. Ce sont des pilotes. À un moment, elle, si tu veux, Sarah, elle n'a pas vu le contact qu'on a évoqué tout à l'heure entre la Lamborghini et la LMP2. Donc, Hiroshi Yamaguchi ne fait pas les vérifications nécessaires pour savoir s'il y a une crevaison, s'il y a un problème, ne serait-ce que léger, mais tu vois, si la direction est pliée, par exemple. Je dis même pas que ce soit cassé, mais que la direction soit pliée, bon, bah, faut le savoir quand même, t'arrives dans le raidillon. Au rouge raidillon avec une voiture où t'es pas sûr. Ouais, non, mais bien sûr. Le truc, c'est qu'il était leader et qu'il a été complètement perturbé. Parce que il s'est dit, mais attends, mais ah là, mais j'étais leader, j'ai perdu du temps. Enfin, tout se bouscule dans sa tête. Il n'est pas pilote pro, on rappelle. Et donc, il arrive à fond, normal, dans le raidillon. Et puis, ben, ça tourne à gauche. Mais sauf que la roue avant droite est cassée. Il y a plus de biellette de direction, en fait. Donc, la roue avant droite, elle reste droite. Et donc, tu tournes à droite et tu peux pas tourner. Donc, il freine. Chose que personne ne fait avant le raidillon. Sarah, derrière, elle voit la Lamborghini. Bah, elle se dit, allez, je vais être à l'aspi, et puis je le dépasse dans la ligne droite du Kemel. Putain, sauf qu'il freine. Bah, tu fais quoi? À droite, c'est l'herbe, à gauche, c'est le run-off. Je vais à gauche. Bah oui, mais la Lamborghini, elle va tout droit. Et voilà, contact entre les deux équipiers. Malchance. C'est tout. Ouais, 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 Il y a pas plus. Non, non, c'est Franchement, tu vrai. fais quoi? Je veux dire, tous ces gens qui critiquent en disant, ouais, mais elle a une panne de cerveau, mais jamais on passe à l'extérieur, mais jamais on freine avant le raidillon non plus. Ah, Donc à puis un surtout, moment, au-delà de freiner, c'est que ben, lui, au-delà de freiner, c'est qu'il se retrouve sorti d'eau rouge et il avec une tourne pas. voiture qui ne tourne pas. Donc, de toute façon, elle a pris ses précautions. Elle passe à gauche, elle essaye de le dépasser. Elle a compris qu'il était au ralenti ou qu'il avait un problème. Donc, Elle a pris de la marge, hein. elle prend ses précautions, elle passe à l'extérieur, sauf que lui, il se replie sur elle. Donc, après, est-ce qu'il y a eu une bonne communication au sein de l'équipe en la prévenant, en lui disant il est en difficulté, fais attention. Tu vois, j'ai quand même le Ah non. sentiment que Ah bah ça, passer c'est à cet sûr que non. endroit-là, ouais, voilà. Ça s'est enchaîné vite, hein, mais Mais bon. attends, je vais même te dire mieux. Je pense que l'équipe ne le voit pas, parce qu'à la télé, c'est pas filmé. C'est-à-dire que on voit qu'il repart. Bon, bah ok, il a été poussé par une LMP2, ça repart. Tu vois, elle fait un tête à queue. Mm. Enfin, faut quand même pas avoir de chance pour que la biellette de direction se casse sur un si petit contact avec la LMP2, bord-bord. Tu vois, ils se sont pas touchés, comment te dire, la LMP2 est pas venue en biais. Ouais. C'était côte à côte. Sau- Tout s'est ligué pour que ça soit de la malchance. Je te jure, ouais, franchement. sauf que comme tu l'as dit, enfin comme on l'a dit avant, tu vois, peut-être que le fait que ce soit un championnat avec des courses courtes de l'enjeu et en plus il était en tête et en plus il a pas forcément l'expérience que peuvent avoir d'autres pilotes, il prend pas le temps de faire ce check comme tu dis de, en fait tu l'as mimé donc c'est pour ça que nous quand on enregistre on se voit, tu l'as mimé mais On se voit. quand il descend de la source regarder derrière et faire un coup de gauche-droite déjà pour enlever les petits cailloux, des conneries et vérifier que la direction est pas pliée, ça me paraît être la base. Je suis pas sûr qu'il ait fait ça. Je pense qu'il est reparti pied Non. dedans. Enfin, en fait, sinon il l'aurait vu parce qu'à un moment, enfin, déjà, je sais pas, pardon, hein, mais sur nos voitures de Monsieur Tout le Monde, sur nos caisses de tous les jours, moi j'ai une caisse, j'ai une de mes voitures, une vieille caisse un peu pourrie. Effectivement, hein, tu tournes le volant d'un quart, bon, il y a du jeu si tu veux, ça se sent. Hein. Sur une vieille bagnole qui a 200 000 km, ça se sent. Donc, j'imagine que sur une Lamborghini Huracan GT3 Evo 2, s'il y a un problème, tu vas quand même avoir ton ressenti de pilote et te dire, il y a un petit souci de quand je tourne le volant, normalement, c'est pas ça. Enfin, c'est évident qu'il pouvait le sentir. Ou alors, ça a vraiment pété en moment où il est dans la compression et quand il fait au rouge et qu'il enchaîne. Peut-être Ah, que là, il y a peut-être. une pièce qui a été fragilisée et qui a pété. Mais en tout cas, Sarah Boggi, effectivement, je suis d'accord avec toi, on peut pas la charger là-dessus, c'est ridicule. Alors, j'avais pas lu, tu vois, dire qu'elle a eu une panne de cerveau
s'il y a quand même, enfin, il y a beaucoup de pilotes qui ont le cerveau bien connecté, hein, je vous rassure. Mais Sarah Bovy fait partie des gens qui ont un cerveau plutôt bien fait, je pense. Donc, Oh, punaise. Ah c'est ouais, rare. j'en parlerai tout à l'heure, Ouais. mais Non, mais ouais, c'est ouais, rare ouais. qu'elle fasse des. Voilà. Ouais. Non, c'est clair. Bah, elle a eu, je crois, de mémoire, un seul incident au départ, et c'était en GT World Challenge en 2022, si tu veux. Bon, ça va. Tu vois, Imola ou un enfin, truc comme ça, sur le non? nombre Ouais. de départs qu'elle fait, Ouais. vu qu'elle les fait tous, parce que Ouais. maintenant les pilotes bronze ont cette possibilité-là, non, on peut pas dire ça. Franchement, elle prend de la marge, Et elle puis, est vraiment réfléchie et tout. ouais, et puis soyez pas observateur juste du fait qui vient de se passer. Rappelez-vous aussi les batailles en WEC avec la corvette de Ben Keating. Enfin, c'est, on voit les accidents, on voit les incidents, on voit les sorties de piste et parfois les erreurs évidemment. Mais il faut aussi avoir un cerveau bien branché et avoir de bonnes connexions pour se battre à haute vitesse, pour se respecter en piste. Enfin, en fait, faut pas juger un pilote. Putain, je fais un truc philosophique. Faut pas juger les pilotes que aux sorties de piste qu'ils font. Alors certes, Ben non. voilà, il y en a où on peut les charger, hein, ça sera bipé. Hein. Mais tu vois, il y a d'autres, il y a les pilotes globalement, il faut quand même les juger par rapport à leurs résultats globaux. Et c'est pas que les crashs qui définissent un pilote et son talent et son niveau. Les deux pilotes que je viens de citer, clairement, ils ont un putain de palmarès, mais voilà, Bien sûr. voilà, on aime bien retenir les accidents, mais faut avoir une vision plus globale et les juger pour l'ensemble de leur œuvre qui se résume peu souvent finalement au crash. Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'était important de le dire. Moi, ça me tenait à cœur aussi. Et puis, pour avoir vu Sarah après la course, elle était triste, mais au plus Mhm, profond. Parce que, en fait, si mhm. tu veux, je suis en empathie avec ça parce que on est entre passionnés, donc vous le savez. Elle est passionnée. Et d'avoir Ah oui. entendu ce qu'a dit Matt Griffin, elle s'est dit, mais attends, mais c'est ça qu'il pense de moi, mais non. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai, quoi. Tu vois, et c'est la première à dire que la classification bronze, par exemple, c'est pas correct pour elle, Ah, au vu merci. du rythme qu'elle a. Bah oui. Non Oui, mais sauf enfin. qu'en fait, ben oui, mais sauf que si tu veux appliquer le règlement, elle a fait sa demande alors qu'elle avait plus de 30 ans, elle n'est pas payée pour rouler, bah à un moment, elle est bronze. Tu vois, enfin, alors comment tu fais? Je veux dire, l'année dernière, le Turc Sail Yoluç, tu m'expliques qu'il n'est pas payé pour rouler non plus, par contre, il fait que ça, lui. Et bah lui, il est bronze. Mais oui, mais c'est Tu toujours vois? le problème des catégorisations, où il y aura toujours des problèmes à la marge, et voilà, oui, oui. Ou alors, on accepte, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire, de se dire on prend le B-Pilar, selon ce que tu nous as montré, mais c'est encore difficile parce que le problème c'est même pas, t'as même pas les mêmes conditions, t'es des fois dans le trafic, dans le machin. Mais tu vois, sur une moyenne de tours, ok, tu roules dans ces conditions-là, ce week-end tu as tant de pénalités. J'en sais rien, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Puis ça dépend d'un circuit à l'autre. Tu vois, Et puis non, c'est infaisable. et puis on retombera dans ce jeu aussi si tu fais ça, dans ce jeu de vouloir cacher. Ceux qui lèvent le pied. Ouais, bien sûr. Alors même si de ce que j'avais compris, je sais pas si j'avais raconté tout ça d'ailleurs dans un, mais là on va pas tarder à clôturer, mais faudra que je vous en donne un peu plus de détails sur ça, mais sur les LM GT3 pour le coup, pas les GT3 qui sont engagés chez S0, mais sur les LM GT3, Ah oui, il y a beaucoup plus avec de. l'énergie là. Ouais, en fait, il y a beaucoup plus de possibilités pour les organisateurs de suivre les datas. Et il y a notamment, en fait, des. Bah là, j'ai pas les noms là, mais en gros, il y a des capteurs au niveau de la transmission, etc. Enfin, c'est beaucoup plus poussé que sur une GT3, où ils peuvent clairement voir si un pilote lève le pied, ou en tout cas a tendance à pas trop faire l'effort. Et ils peuvent aussi. C'est un truc qui a été implémenté. Notamment pour empêcher qu'il y ait des maps moteurs un peu trop gourmandes, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais, Oui, tu peux gérer l'alimentation, tu peux gérer plein de trucs avec des cartographies moteurs différentes. La voiture ne tourne pas avec le même débit de carburant et avec la même puissance délivrée quand elle est derrière un safety car ou quand on est sur un tour de qualif. Il y a quelques petits éléments qui changent quand même pour avoir plus de puissance et à la limite on s'en tape de la conso sur un tour qualif. Par contre, tu es derrière un safety, t'as pas besoin d'avoir 300, 400, 500 ou 600 chevaux, donc tu peux gérer ça. Et le truc, c'est que en jouant avec les maps moteurs, tu peux aussi, à la marge, un peu, c'est de l'électronique et c'est que des informations que tu envoies. Tu peux te faire une map moteur où t'envoies un petit peu plus le gaz, quoi. Et bah ça, normalement, avec les LMGT3, c'est pas possible. Parce que, tu vois, t'es un petit peu à la bourre, t'as 10 secondes de retard sur quelqu'un, tac, t'appuies sur, tu sais, c'est le bouton boost, quoi, c'est un peu le push to pass, c'est ouais, genre, c'est ça. tac, t'appuies là-dessus,
Ah, c'est marrant, voyons, il a recollé, ouais. Eh ben non, en LMGT3, c'est pas possible. Donc ils ont vraiment un truc de... C'est un système assez lourd apparemment, j'ai eu quelques détails via Aston Martin, mais c'est un système assez lourd et assez coûteux, lourd au sens technique, et assez coûteux à implémenter, Ouais, bien sûr. mais qui permet une vraie équité au sens où tu peux plus tricher. Et tu peux plus te cacher derrière oh la BOP, on n'a pas eu assez on a eu trop de poids, on n'a pas eu assez de... Non, les gars, arrêtez. Là, vous avez toutes les conditions et voilà. Ah non, mais c'est ça. Et Aston Martin, tiens, t'en parles d'ailleurs, eh bien, en LMGT3, ça n'a jamais été aussi serré. Parce qu'en fait, tous les leaders du championnat sont un peu ratés. Et tous les outsiders, entre guillemets, ou ceux qui avaient raté le début de saison, ont réussi à recoller. Et on aime le LMS pour ça. Vainqueur différent à chaque fois, si je dis pas de bêtises, bah oui. Puisqu'on a eu une victoire pour l'équipe Formula Racing en début de saison, la Ferrari. On a eu une victoire de Spirit of Race sur la deuxième course, au Castellet. On a eu une victoire des Iron Dames. Et là, on a la victoire du Kessel Racing. C'est franchement fou. Parce qu'ils ont vraiment maîtrisé. Enfin, le relais d'Esteban Masson a été fantastique. Celui de Daniel Serra, parfait. Takeshi Kimura a fait le travail. Et mais c'est Aston Martin, c'est pour ça que je voulais faire la transition, qui est en tête avec un point d'avance seulement. Avec le Racing Spirit of Le Mans devant la Ferrari du GR Racing qui a terminé deuxième. La Lamborghini Iron Lynx qui avait tellement d'avance avec un 0 pointé, elle est troisième à seulement 4 points. Les Iron Dames, elles sont encore là, hein. Quatrième avec 40 points. Et puis derrière, c'est ultra serré. 39 points pour la Ferrari 55, la Ferrari du Kessel. Vraiment, en LMGT3, tu vois, tu parlais de cette catégorisation de voitures, j'allais dire, ou en tout cas de cet équilibre. Bah franchement, c'est fort, hein. Là, ce week-end, c'était vraiment week-end Ferrari, je dirais, parce que Bah, Valentin Asclo, le connaissant, le fait qu'il se batte pas et qu'il résiste pas face à la Ferrari qui l'a dépassé dans les derniers instants pour terminer troisième, la 51, ça prouve ouais, qu'il sentait, il sentait que de toute façon il n'y avait rien à faire. Il aurait pu avoir une Porsche quand même. Je parle même pas des Iron Dames, mais de la Proton Competition qui aurait pu être sur le podium. D'ailleurs, Julien Handlauer y était. Et puis crevaison, encore un problème, je pense, de délamination aussi à l'arrière gauche. Donc ça, c'était vraiment très dommage. Ils ont c'est perdu gros et voilà, ça confirme que chez Iron Lynx, ça a été une semaine difficile parce que il y a vraiment eu rien qui s'est passé comme il fallait, quoi. C'était comme tu l'as dit, c'était un week-end Ferrari avec un triplé Ferrari et puis les trois autres dans le mur. En fait, Ouais. c'était vraiment l'un ou l'autre, quoi. Ouais. Ah, parce qu'elles ont toutes Ah fini oui, dans c'est un vrai, mur, j'avais pas pensé finalement, à ça. quasiment. Ouais, c'est vrai. Elles ont terminé dans un mur. Non, mais t'as raison. Puisque la 55 enfin non, avec une Bah, la biellette de pince 66, cassée, la la 66 tout 50 de suite. et la 66 dans le mur. Ouais, c'est ça. Ouais, Bah écoute, je pense ouais, qu'on t'as a raison. été, on a été Et, complet. et- Le LMP3, on n'a pas besoin d'en parler, je pense. Non, si, on va en parler parce qu'on a les nouvelles LMP3 qui étaient présentées ce week-end à Spa. On y reviendra plus en détail évidemment, mais il y avait 3 châssis, Hades, Ligier et Duquesne. Ginetta n'était pas présent, mais en tout cas, ils font partie de cette façon de voir les choses pour l'avenir. Donc en 2025, il y aura un nouveau moteur en fait qui sera exploité par Oreca. Ce sera un V6 biturbo. Et ces moteurs, justement, ce week-end, ça a été un peu compliqué. Alors, pas pour Euro International qui s'impose une nouvelle fois, donc deuxième victoire consécutive pour eux. Ce week-end, c'était vraiment globalement, je pense, une victoire DKR qu'on attendait en LMP3. Et là, pareil, ça s'est mal goupillé. En fait, et en parlant de goupille, c'était plutôt, ça s'est mal écroué parce que l'écrou pour la DKR en qualif, en fait, il a été défectueux. Chez DKR, on a serré, enfin, je veux dire, les mécaniciens ont serré De quoi, les des écrous. roues? Ouais. Et en fait, comme c'est en. Ouais, des écrous de roue. Et comme ce n'est pas en acier. Attends, c'est en quoi? Je me suis trompé. C'est une matière différente entre Duquesne et Ligier. Ça sera la même chose l'année prochaine. Mais c'est une matière qui est euh, un petit peu plus légère, mais surtout peut-être un tout petit peu moins fiable. Ok. En fait, le sillon de l'écrou, là, comment on appelle ça C'est pas la nervure, je sais plus comment on appelle ça. En fait, ça s'est complètement abîmé. Le filetage de cet écrou. Et en fait, il s'est détaché, cet écrou, et la roue est partie. Donc, l'équipe d'Equerre est partie depuis la dernière place. Il n'était plus que 2 parce que Belen Garcia a déclaré forfait parce qu'elle se sentait pas bien dans la voiture et elle finira pas la saison. Donc, le fait d'être à 2, de partir dernier, ils sont remontés, ils étaient à un moment premier. Ils ont été un peu piégés sur une stratégie de safety car. Ils étaient en passe de terminer troisième chez DKR avec la Duquesne. Et la tête à queue dans le dernier virage de Weybridge à sec qui leur fait perdre gros. Donc là, en LMP3, c'est pareil. C'était vraiment très très disputé. Euro International, donc il gagne. Et je parlais de moteur. En fait, la 31 du Racing Spirit of Le Mans a changé de moteur entre le samedi soir et le dimanche. Et ça, je savais pas.
Et on retrouve Antoine Dauquin, Jacques Wolf et Jean-Ludovic Foubert aux avant-postes. Et c'est pas un hasard parce que voilà, ils perdaient beaucoup de kilomètres-heure en ligne droite. Et ils ont changé de moteur et ça allait mieux. Problème aussi en ligne droite pour le team virage qu'on n'a pas trop vu. Gillian Orion me disait, mais on était avec des réglages les plus déchargés et on perdait 10 bornes. 10 bornes en ligne droite. Donc en fait, premier et troisième secteur, ils perdaient. Le deuxième secteur, malgré le fait qu'ils aient pas beaucoup d'appui, ils arrivaient à tenir et ils faisaient des super résultats. Mais voilà, donc ça a été un peu difficile aussi, niveau LMP3. C'était assez disputé. Alors moi, je sais que tu es moins fan de la LMP3, ou en tout cas, tu suis moins. Mais je trouve que c'est vraiment extrêmement serré aussi, même si Euro International, là, ça y est, là, commence à prendre un peu son envol, avec 2 victoires consécutives. On a le RLRM Sport avec Gaël Julien qui est là aussi. Et puis Gillian Orion qui est pas loin, donc il y a quand même 20 points d'écart. Hein. Enfin, Gillian Orion, Bernardo Pinheiro et Julien Garbi, évidemment. Ils sont à 20 points, le team virage de Euro International. Donc les écarts sont quand même assez importants désormais. Il reste 2 courses, donc on va suivre ça. En tout cas, je vais suivre attentivement le LMP3. C'est pas facile hein, de suivre ces courses. Je comprends pas vraiment souvent la hiérarchie. Mais oui, mais parce qu'en fait, il y a un arrêt long à faire et un arrêt court. Et selon le moment où tu le fais, bah en fait, t'es soit bien placé, mais si tu l'as fait assez tôt, t'es loin dans la hiérarchie, mais peut-être que tu peux être juste avant le dernier et avant le leader et pas prendre un tour. Enfin, tu vois, c'est toute une stratégie qui est difficile à suivre quand t'as le LMP2, le LMP2 Pro Am, le LMGT3 en plus à suivre, quoi. Écoute, je te fais une promesse ici solennelle devant tous. Ah, Je vais essayer de m'intéresser un peu plus au LMP3, mais je pense que je vais le faire sous l'angle de la technique, justement parce qu'il y a des nouvelles voitures qui arrivent. Ça m'intéresse de comprendre, et pas parce qu'en mal. plus, je sais que c'est des prototypes qui sont hyper appréciés des gentlemen, et même des pilotes pro d'ailleurs, qui cachent pas le fait que c'est super agréable à emmener. Donc je vais faire l'effort Complètement. Et les pour jeunes? la nouvelle saison de 2025 de m'intéresser un peu plus au P3. C'est un engagement. Alors parfait, parfait. Bon, comme on a été un peu long, on va parler rapidement du fait que ce week-end, ce soit donc le WEC qui suive. Bon, c'est généralement ce qui se passe hein, de toute façon. On a le LMS, ensuite on a le WEC. On aura une autre course de WEC dans 3 semaines ou dans 2 semaines, je sais même plus. Et puis le LMS, donc prochaine manche, c'est pour ça que je voulais en parler. Prochaine manche au Mugello, fin du Mhm. mois de septembre. Malheureusement, je pourrais pas la commenter, mais mais en tout cas, ils vont se battre comme des chiffonniers. Dommage parce que le Mugello, il est vraiment super. Dommage pour moi. Il est vraiment super ce circuit. Donc voilà, ça sera l'avant-dernière manche avant la finale de Portimao. Donc bon, je pense qu'on a été complet sur le LMS autant que possible. Et Ouais. donc ce week-end, c'est Austin, le WEC. Donc retour du WEC à Austin, non, Geoffroy? Retour du WEC à Austin, effectivement, et il y a eu les concurrents ont déjà eu l'opportunité de rouler là-bas en juillet. Il y a eu une séance d'essai qui a été organisée, une séance d'essai privée. Hein. Pourquoi? Parce que Ouais. d'habitude c'est interdit d'aller rouler sur les circuits qui sont utilisés pendant la saison jusqu'à je sais plus, mais il y a une deadline. Je crois que tu peux pas rouler sur le circuit Ouais. dans les Un mois 90 et jours demi ou qui 2 mois précèdent avant. l'épreuve. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, du coup, il y a eu une séance d'organiser en juillet. Pourquoi? Parce que, comme tu dis, c'est un circuit qui fait son retour au calendrier, qui du coup n'est pas connu, peu connu des équipes. Donc voilà, pour engranger un peu de data. J'ai pas encore été fouillé dans ce que nous racontent de beau les différentes équipes hein, avec ce week-end de course qui arrive. Mais voilà, il faut s'attendre à des surprises peut-être, en tout cas surprise, je sais pas, mais peut-être plus à. Moi, j'ai un peu peur qu'on va avoir des écarts de niveau. Je pense que puisque c'est une piste qui est moins connue et assez sélective, enfin, c'est quand même le tracé, il est incroyable. Hein. Je vous rappelle que Austin, si vous avez pas suivi, c'est un circuit qui a été créé en 2012 euh, et avec une volonté de reproduire un peu des sections de différents circuits. Euh, L'enchaînement, par exemple, au début, vous savez, vous avez un enchaînement gauche, droite, gauche, enfin voilà, ça fait une portion assez rapide. Ça, c'est clairement inspiré de Silverstone. Il y a d'autres sections, alors j'ai pas tous les détails, mais des virages très serrés, au contraire des courbes rapides. Ouais, Il y c'est a, vrai. il y a vraiment cette volonté de s'inspirer de. Ouais, en fait, c'est copier sur des circuits déjà existants. C'est un peu un pot pourri de circuits existants. Et, Ouais, mais et et surtout, ça tu marche. rajoutes le dénivelé, c'est trop bien. Exactement. T'as aussi le triple droit de fin Ah de ouais, ce incroyable. circuit. C'est pour rappeler le triple gauche d'Istanbul, tu vois. Voilà. Et donc, circuit qui est super beau, mais qui, à mon avis, aussi est super sélectif et va mettre en exergue les différences. Bon, comme d'hab, on est sur une manche de WEC, donc il va aussi falloir compter sur la BOP.
Ouais. quelles va être ses conséquences. J'ai regardé rapidement parce qu'elle a Moi, je déjà dirais été. Toyota. Ouais, moi, je dirais Toyota vainqueur. Je me mouille. Porsche pas loin, mais Toyota vainqueur. Bon, en gros, tout le monde quasiment a perdu du poids, si je dis pas de bêtises. Après, Ah bah il y a c'est l'été ça. Toyota. Ouais, bien sûr, c'est le summer body. Non, après, Peugeot, on a perdu plus que les autres. Est-ce que ça va suffire à les faire revenir dans la course? Pas sûr, puisque ils ont aussi une petite baisse de puissance disponible à partir d'une certaine vitesse, à partir de 250 km/h. Bon, c'est pas non plus la vitesse. Enfin, si, il y a la ligne droite du retour, il y a un machin, mais je sais pas. Franchement, je sais pas quelles sont les conséquences que ça va avoir là-bas. Et puis, on est sur comme tu dis, un retour aussi. Donc, peut-être que l'année prochaine, avec les datas de cette année, il y aura peut-être des ajustements plus proches. Moi, je m'attends en tout cas à voir peut-être une confirmation de ce qu'on a vu depuis le début de saison. C'est-à-dire, comme on l'a évoqué, Porsche, Ferrari, Toyota devant, Cadillac pas trop loin. Et puis j'ai un peu peur pour nos constructeurs français qui vont être un peu plus décrochés. J'espère me tromper, mais je m'attends à ça en tout cas. Ouais, c'est possible. C'est possible. Surtout que en parlant de Peugeot, tu vois, comme c'est assez bosselé quand même, ce Eh oui. concept qu'ils ont, même si c'est une nouvelle version de voiture et qui est censé quand même être plus efficace, mais le problème c'est comme on a. Le problème pour eux, comme on a une BOP, bah en fait, on avait beaucoup avantagé la voiture qui n'avait pas d'aileron. Et comme cette voiture-là a fait un bond en avant de performance, bah du coup, pour rester un peu et pour pas les avantager trop, pour rester dans la fenêtre, bah, on a moins peut-être monté les curseurs. Donc c'est ce qui explique que cette Peugeot soit encore un petit peu décrochée. Mais ouais, je pense que Toyota ce week-end va vouloir se montrer encore comme au Brésil. Et puis ils ont des points à rattraper parce que la meilleure Toyota, elle est en troisième position du championnat. Et il y a déjà combien? Quasiment 20 points d'écart avec la Porsche, hein, qui est vraiment cette Porsche de Estre Lauterer Vantore là. Elle est Mm. solide, hein. Elle est solide. Donc écoute, Donc ça va être intéressant. D'autant ouais, plus que je voilà. commande ce week-end cette course sur Eurosport. Comme ça, je passe à c'est quoi ton actu, tu vois. Ah, bah Donc classe alors. ça me fait plaisir. Eh ouais, ah, ça me fait super plaisir de commenter enfin une course de WEC cette année. Enfin, cela dit, j'ai commenté les 24 heures aussi sur Oui, il me l'application, donc semble, il me semble. c'est pas la première fois quand même. Ok, Je crois donc, que tu étais donc passé dans la cabine également. il est possible que je sois passé et resté un petit peu. Du coup, à ton actu, alors c'est quoi? Donc c'est commentaire parce que là tu me dis ça, mais normalement, c'est quoi ton actu? Ça dure 20 minutes avec tout ce que tu fais, donc dis-moi, c'est quoi le programme? Oui, bah j'ai pas fini. Ça, c'est dimanche soir à 19h30 pour conclure le week-end, on va dire. Avant ça, il y a la Formule 1, Formule 2, Formule 3, Porsche Super Cup, donc ça c'est sur Canal. C'est un gros week-end de sprint, on va dire, pour moi, avec de la monoplace et la finale de Porsche Super Cup. Et puis, bah, écoute, comme c'est bientôt la reprise, je peux le dire, parce que tu l'avais bipé, je crois, la dernière fois, je sais plus. L'invité donc de Trajectoire, parce que je vais, ça y est, relancer la machine après quelques semaines où bah, j'ai soit pris un peu de temps, soit essayé de faire quelques petits montages, soit essayé de faire quelques petites surprises pour la rentrée. J'ai pris un peu de retard, je dois le dire, mais j'ai aussi enregistré d'autres épisodes qui vont arriver bientôt. Mais là, c'est Jean Ragnotti qui va ouvrir la deuxième saison. Après Jean-Marc Gounon, Jean Ragnotti, je suis pas peu fier. Je suis trop heureux de l'avoir rencontré. Il est génial. Et là, tu peux ne pas biper, Geoffroy. Mais, euh, mais c'est top. Franchement, c'est un super gars. Bon, par contre, faut que vous ayez du temps devant vous pour écouter, hein, parce que il est bavard et moi aussi. Ouais, il doit y avoir quelques anecdotes à partager, j'imagine. Je crois, je crois. Il a roulé partout. Pour ça, je Ouais. t'avais fait deviner l'autre fois. Et t'avais galéré aussi parce que je t'avais dit, mais il a roulé en endurance, il a roulé en rallye, il a roulé en circuit, il a roulé. Ah bah bon, mais qui fait ça? Eh ben Jean Ragnotti, monsieur. Ah bah très beau. Effectivement, c'est Et un toi? bon Et premier toi? épisode. Et toi, et bah moi, je pars direction le sud avec le circuit Paul Ricard ce week-end pour les 10 000 tours du Castellet. Donc je l'avais déjà dit, hein, Avec mais femme c'est et enfant ou tout seul? avec non, avec tout seul, avec un copain là-bas que je retrouve pour bosser, D'accord. qui voilà, j'en dirai un peu plus après parce que je sais pas ce que j'ai le droit de dire sur ce qu'il fait pour l'instant. Mais en tout cas, je vais assister aux 10 000 tours. C'est une course c'est un peu le second événement, on va dire. En termes d'attractivité dans le calendrier PT Auto, je parle purement circuit, hein, je mets le Tour Auto de côté, mais en fait, c'est quand il y a des années comme cette année où il n'y a pas le Mans classique, généralement les 10 000 tours attirent pas mal de concurrents parce que on l'avait déjà dit plein de fois, mais c'est un circuit où tu as moins de chances de cracher ta voiture, et puis c'est un circuit sympa, c'est facile d'accès, c'est en France, en général il fait encore beau fin août, donc voilà.
C'est une épreuve qui est assez courue de la part des concurrents. Niveau spectateurs, c'est toujours un peu plus compliqué. On le sait, hein, les meetings historiques, il y a souvent moins de spectateurs, mais voilà. En tout cas, moi, j'y vais pour bosser pour un client là-bas, et enfin pour plusieurs clients. Donc voilà, ça va être sympa. Je vais ressortir. Je vais aller faire de la photo, un peu de vidéo, des interviews. Il y a pas mal de choses. Je peux pas le dire maintenant puisque c'est un monde que vous connaissez peut-être moins. En tout cas, qu'on évoque peu dans le podcast, mais c'est un monde dans lequel il y a pas mal de changements en cours. Il y a Patrick Peter qui a cédé la direction du groupe qu'il a fondé, Peter Otto. Et donc là, c'est vraiment la phase de transition. Donc j'y vais aussi pour ça, pour rencontrer, on va dire, les nouveaux acteurs et les nouvelles personnes qui vont être en charge de la compétition historique. Voilà. Ah, génial. Bah écoute, j'espère faire partie de l'aventure l'année prochaine. Je ne sais pas dans quelle mesure, mais ça serait trop bien parce que l'historique, moi je fais le Grand Prix de France historique, l'historique Tour. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui. Ah, je crois qu'il attire. Non, non, tu dis à moins de spectateurs, mais vraiment c'est en train de prendre de l'ampleur, autant sur les grilles que dans les tribunes. Donc bah c'est top. Tu sais qu'on va se suivre. Parce que je le dirai la semaine prochaine, mon actu. Mais toi, tu seras au Castellet ce week-end. Moi, j'y vais le week-end d'après et le week-end encore d'après. Ah bah Parce voilà. que il y a le marathon Jules Bianchi karting le week-end du 7 et le Bol d'Or le week-end du 15. Donc, bah voilà, Ah ouais, ok. on sera Castellet Beach à quelques jours d'intervalle. Ça va bouffer de la tarte tropézienne, ok. Grave, à fond. Bon, c'était un plaisir encore, comme d'habitude, on a été très long, mais... Et Oui. encore, on est passé vite sur beaucoup de choses. Non, mais écoute, il fallait être complet sur cette course de reprise. Et puis, bah, de toute façon, après, hein, on enchaîne. Ça y est, c'est reparti, c'est la rentrée. Donc, débrief WEC Austin la semaine pro. On débriefera chacun nos actus aussi. Enfin, voilà, c'est reparti pour un nouveau cycle en ce mois de fin août, début septembre, quoi. J'ai l'impression que j'ai quand même pas vraiment pu souffler comme j'aurais voulu. Enfin, on a pris une pause, nous, hein, évidemment, dans le Ouais, podcast. m'étonne pas. Mais là, c'est l'impression que je suis à fond depuis... je suis rupteur. Mais c'est bien. Bon, en tout cas, débrief des 6 heures d'Austin la semaine prochaine. On parlera peut-être un petit peu d'IMSA parce qu'il y a eu aussi une course. Mais c'était plus course GT. Donc on va voir. Avec l'IMSA, en fait, ce que j'aime bien faire, et on aime bien le faire, Geoffroy, c'est de faire des petits épisodes récap quand il n'y a pas de WEC et pas de LMS, où on revient sur 2 ou 3 épreuves. Mhm. Ça marche bien comme ça. Je pense que ça vous plaît. Donc on va continuer. Puis tu parlais d'historique, mais on va en faire des épisodes historiques aussi pour l'hiver. Essayer C'est dans de les se tuyaux, rappeler ouais. peut-être de beaux modèles ou de belles éditions, peut-être de certaines courses mythiques. Eh ben, c'est dans les tuyaux. On va bosser là-dessus, effectivement, pour l'hiver. Non, carrément, ouais. Ça va être pas mal. Ah bah on reste très actif, hein. Franchement, il y a que moi qui en novembre, là, je sais pas si je serai très actif personnellement, mais d'un autre côté, les courses d'endurance seront globalement finies parce que je vais en déplacement pendant quelques jours. Donc bon, ça sera en novembre, on a encore le temps. Mais voilà un peu le programme donc qui nous attend pour cette fin d'année. On est full gaz. Merci Geoffroy, c'était encore très bien aujourd'hui. Eh ben, écoute, pareil, je te félicite. Ah bon, ah bah c'est gentil, c'est trop d'honneur. En tout cas, si vous voulez faire partie du club, vous en faites déjà partie, mais si vous voulez que d'autres rejoignent le club, n'hésitez pas à en parler, à laisser des petites étoiles. Allez, 5, on vous en demande 5, par personne, évidemment, pour faire référencer ce podcast de plus en plus, et vous le faites. Et on a des retours, et on est super heureux. Et si vous pouvez mettre des commentaires en public, en plus de nous le dire en privé comme vous le faites, ce qui nous touche vraiment beaucoup, et ben ça serait top. C'est vrai que je découvre de plus en plus hein, le fonctionnement des podcasts, donc c'est pour ça que je me permets de vous solliciter et qu'on puisse en parler autour de nous. Voilà, n'hésitez pas à réagir et on va essayer d'être encore plus actifs que nous ne le sommes sur les réseaux. En tout cas, vous pouvez nous solliciter. Et je pense qu'on répond globalement. Donc voilà, pour faire partie du club de cet Endurance Club, vous savez, connaissez le rendez-vous, vous connaissez le lieu, l'adresse. C'est toutes les semaines et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief des 6 heures d'Austin. Très très bonne journée, soirée à tous et à très vite. Salut Geoffroy. Salut!